y a des études militaires qui montrent de façon très claire que le quotient intellectuel est le meilleur indicateur de performance avant tous les autres facteurs. Donc, a priori, pour tout ce qui est combat au corps à corps, ça joue. Qu'est-ce que ça implique de positif et négatif de se servir du sport comme exutoire ? Le corps est utilisé chez beaucoup de jeunes gens comme une manière de se défoncer, de sécréter des endorphines à peu de frais. Moi, je suis un fils de politicien et petit-fils de politicien. Donc, moi, tous mes gènes, ils me disent « Tiens-toi loin du combat, fais des débats et mange avec l'argent du contribuable. » C'était un des buts des ingénieurs sociaux, de comment ils ont géré le Covid, etc., que de mettre les gens sous stress pour favoriser justement un certain nombre de grands changements sociétaux, tels que la dématérialisation, la suppression de l'argent, etc. C'est quand le moment dans ta vie, dans ta pratique des arts de combat, où t'as ressenti un pic de stress tellement élevé que t'as cru que t'allais y rester ? Salut à tous et bienvenue sur le podcast Sous Pression, votre podcast préféré que vous ne connaissez pas encore. Aujourd'hui, on reçoit Bhaskar de la chaîne Hypnomachie. Bhaskar, merci d'être là. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je te laisse te présenter rapidement pour que les gens sachent qui tu es. Alors, je m'appelle Bhaskar, je suis le taulier de la chaîne YouTube Hypnomachie qui traite de l'influence de l'hypnose quotidienne et qui est une sorte de self-défense psychique qui tire ses racines dans certaines traditions européennes. Et moi, on va dire que j'ai rebrandé un petit peu le contenu de ces traditions, de sorte à permettre aux uns et aux autres de se faire un petit peu moins avoir au quotidien par les publicitaires, les politiques, enfin toutes les personnes qui ont envie de rentrer dans votre cerveau pour vous vendre quelque chose ou vous amener quelque part où vous n'avez pas forcément l'élan d'aller. Et ça peut être un peu compliqué parce qu'énormément de ces stratégies passent sous le seuil de conscience, donc j'enseigne tout un ensemble de techniques, de concepts et de notions qui permettent d'être plus conscient de ses influences et puis d'augmenter sa capacité à pouvoir dire mais est-ce que je serais pas en train de me faire embarquer dans un truc sans moi ? Ouais. Voilà. Ouais. C'est vraiment super intéressant. Du coup, il y a tout le côté manipulation, résister à la manipulation. Pour aujourd'hui, on va principalement t'amener sur la thématique du stress et des arts martiaux. On va parler de santé, de biologie, de psychologie en général, puisque c'est ton domaine quand même. Toi, tu pratiques et tu pratiques depuis quand les arts martiaux ? Sur quoi sur quelle approche, tout ça. Alors, on en reviendra peut-être. Moi, je parle plutôt d'art de combat ou d'art de survie que d'art martiaux, mais on en reparlera. Là, je ne vais pas ergoter d'entrée de jeu. Voilà, je vais pas ergoter d'entrée de jeu. En tout cas, je pratique les arts de combat. J'ai commencé en 1990, donc ça commence à faire un petit moment maintenant. Ok. T'avais un dojo pendant très longtemps, non ? Oui. Jusqu'à il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, j'ai fermé mon dojo. Il y a énormément de pratiquants un peu avancés qui, quand ils arrivent vers des niveaux 6e, 7e dan à peu près, laissent leur dojo à leurs assistants et se contentent de former leurs instructeurs dans un coin. Parce que comme me disait un de mes vieux maîtres, passer un certain temps, si tu continues à enseigner les gammes, tu sais, les basiques, les trucs hyper scolaires pour les débutants. Ouais. Au bout d'un moment, ça tue quelque chose parce que, en fait... T'es dans un élan plus avancé et ça tue cet élan peut-être ? Non, c'est même pas ça. C'est que l'enseignement aux débutants, t'es obligé, et c'est une bonne chose, mais de didactiser les choses. C'est-à-dire que tu crées des vérités de débutants pour que le débutant puisse apprendre et que ce soit accessible. Et il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est que la vérité de débutant, c'est pas le réel. Et qu'à un moment donné, cet écart entre l'information facilitée et l'information réelle, au bout d'un moment, ça tue ton naturel et ça peut faire stagner, voire faire régresser si on continue de faire ça, passer un certain niveau. Et bon, il semblerait que j'ai atteint ce niveau il y a quelques années. Tu vas se bloquer en surface, quoi. Voilà, c'est ça. C'est une bonne métaphore, c'est les professeurs de CP, tu sais, qui enseignent l'écriture, à faire des belles lettres. C'est rare que ce soit des prix Goncourt, tu vois. Parce que justement, tu peux pas à la fois tu peux être un bon pédagogue et un bon praticien, évidemment, mais à un moment donné, ça demande de pas trop s'enfermer dans le concept qui fige les choses et qui tue le vivant. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Mais pour pas tuer le vivant, justement, et pour s'amuser un petit peu au début de cet épisode, je t'avais demandé de préparer 3 anecdotes sur toi. Donc, il y en a 2 vraies, 1 fausse. Peut-être c'est moi qui vais plutôt essayer de deviner parce que justement, je te connais un peu plus, tu connais un petit peu plus. Je risque de déceler le piège plus facilement. Donc je te laisse commencer. Donc c'est 3 anecdotes, il en faut 1 fausse et 1 vraie, c'est ça ? 2 vraies et 1 fausse. 2 vraies et 1 fausse. 2 vraies et 1 après, fausse. Au pire tu redéfinis et tu me dis qu'il y en a d'autres fausses si t'en mets d'autres fausses. Mais
Ok, donc 3 anecdotes, donc avec une fausse et 2 vraies. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. La première, c'est que je me suis déjà battu au KO avec un formateur des forces spéciales. Ok. C'est-à-dire le premier KO et le combat est terminé. Pardon ? C'est-à-dire qu'il y en a eu un des deux qui a fini KO et... Voilà. Ok. Deuxième anecdote, j'ai déjà sauté d'une église, de l'équivalent du 2e étage à peu près. Ok. Et troisième anecdote, j'ai déjà désarmé une femme enceinte. Ah, putain. Vous vouliez des anecdotes un peu martiales, un peu casse-cou. Tu ne connais aucune de ces anecdotes. Voilà. Écoute, j'ai tendance à croire que la première est vraie. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Du coup, si c'est vrai, j'aimerais bien savoir qui a fini KO. Et les 2 autres, j'en ai aucune idée. Mais le connaissant... La femme enceinte, c'est quand même trouver cette anecdote. Tu vois, il y a un truc trop précis. Oui, mais tu vois. Je sais pas. il a quand même réfléchi à un certain moment. Je sais pas. Moi, je dirais plutôt l'église qui serait fausse, sauter d'une église. Pourquoi faire en plus Moi, dans quel monde t'arrives à... Peut-être pour fuir un prêtre pédophile, on sait pas. Je pense qu'il a sauté d'une église. Ouais, peut-être. Ouais. Non, mais moi, du coup, je mets l'église de fausse. Moi, je pense que c'est la femme enceinte, l'anecdote fausse. Alors en effet, c'est la femme enceinte, l'anecdote fausse. Donc il a vraiment inventé ça. alors non, je ne l'ai pas tout à fait inventé. C'est un de mes amis qui a désarmé une femme enceinte. Elle était armée de quoi ? Je sais pas, je sais plus, mais d'une arme blanche, enfin, je crois d'un hachoir ou d'un gros couteau de cuisine. Voilà, et il m'avait raconté, c'est un ami qui pratique aussi, qui est 3e dan de Shorinji Kempo, qui est un style de combat japonais, et il s'était retrouvé dans une favela en Amérique du Sud, et c'était une femme enceinte. Oui, c'est un contexte. Et c'était une femme enceinte, visiblement sous substance, qui s'était ruée sur lui alors qu'elle en était au moins au 8e mois. Et il s'était retrouvé dans un cas de figure où il n'était pas préparé. Comme il a dit, il a vu le gros ventre, il a fait mais qu'est-ce que... Ah, il faut que je neutralise la maman sans faire de mal au bébé. Mince, je peux pas frapper. Mais c'est quand même un couteau, je suis vraiment en danger. Et puis la fille, elle a vraiment pas l'air nette avec la bave et le truc. Bon, bref, en tout cas, visiblement, il a réussi à désarmer Même dans les jeux vidéo avec des zombies, il n'y a pas ça. Voilà. Non, mais c'est vrai, ça. Tu vois, d'ailleurs, dans un de ses livres, comme ça, mon vieux maître, il parlait de la self-défense, justement, contre les femmes parce qu'il y a certains points vitaux qui sont plus sensibles chez les femmes que chez les hommes. Mm-hmm. Et justement, il mettait en note en bas de page, il mettait, pour ceux qui diraient, non, mais ça sert à rien, moi, je suis un mec, machin, jamais je me battrai contre une femme. Il disait, on en reparlera quand vous ferez attaquer d'une démente qui a fui un asile, qui est échappé d'un asile et qui a trouvé un hachoir. C'est exactement dans ce genre de cas que s'est retrouvé mon ami. Donc voilà. Ok. Ouais. Du coup, tu as effectivement sauté du deuxième étage d'une église. Tout à fait. C'était quand le contexte ? Oh, j'étais jeune, je faisais du parcours, on s'amusait. Ok. T'es mettre en danger, quoi. Quand j'étais jeune, beaucoup. Maintenant, en vieillissant, j'ai un petit peu appris que c'était une connerie. Merci, la chute du taux de testostérone passé 40 ans. Ok. Et donc, tu t'es battu au KO avec un ancien des forces spéciales françaises ? Non, forces spéciales américaines. Ok. Dans quel contexte, dans quel cadre ? Oh, c'était un séminaire. C'était un séminaire très gentil où il m'avait pris pour faire la démonstration comme partenaire. Et disons que j'y allais assez doucement pour faire la démonstration. Le but d'une démonstration, c'est pas de se battre, c'est d'être didactique pour les gens qui regardent et de permettre au professeur d'illustrer au mieux ce qu'il a envie de transmettre. Et donc moi j'y allais comme ça, de façon tout à fait respectueuse. Et puis le prof commençait à se servir un peu de moi comme sac de frappe, mais genre un peu lourd quoi. Et bon, je me disais mec tu montes, moi je peux monter, mais la démonstration risque d'être un peu moins claire. Et on s'est retrouvé à se foutre sur la gueule comme ça. Voilà, spéciale dédicace aux anciens donc à Paris qui étaient là à ce moment-là. Et c'était une démonstration de Systema, du coup ? C'était c'était dans le cadre du Systema, qui est un art russe, qui était enseigné à certaines unités spéciales russes. D'accord. Okay. Ça fait combien de temps que c'est arrivé en France, ça, le Systema, justement ? Je crois que ça dépend vraiment comment on compte, mais c'est arrivé fin 98, début 99. Ouais. Moi, j'ai commencé en 2001. Ok. Et avant, tu faisais quoi, du coup, vu que tu as commencé dans les années 90, en 90 ?
Oh, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien, du grappling, un tout petit peu de sambo, un tout petit peu de Wing Chun, un tout petit peu de Kali, un tout petit peu de Keizi, qui est un art assez peu connu aussi. Je suis instructeur de certaines vieilles écoles japonaises. Enfin, je veux dire, j'ai passé ma vie dans les arts de combat, donc bon, je dois en oublier même encore, tu vois. Ok. Justement, toi qui es là-dedans depuis longtemps, t'as pu voir ce que ça apportait aux gens en général qui rentraient là-dedans. Toi, tu penses que ça apporterait quoi justement à notre société qui peut manquer les arts de combat ou tu les appelles comment toi exactement? Ça dépend du contexte. Justement, en général, je change l'appellation selon le contexte. Mais art de combat, art de survie, en fait, c'est juste la notion d'art martial, moi, qui me pose un peu problème. Mais bon, mais peu importe. Là, pour l'instant, on va pas embêter les auditeurs avec de la sémantique. Mais non, l'avantage, c'est que ça connecte au corps. Parce que la vie sociale, la vie en société, elle émousse une certaine forme de relation à soi. À sa propre agressivité, et à son corps, vraiment à son corps et même à son intériorité. C'est d'autant plus vrai récemment avec les ravages des smartphones, des écrans, de tout ce qui capte l'attention, qui aliène de plus en plus, donc encore plus qu'avant, les individus de leur part animale, on pourrait dire. Or, là, à mon avis, en tout cas, ça n'engage que moi, mais là, je crois que la part animale de l'homme doit être subsumée, mais pas niée. Pas ignorée. Voilà. C'est dangereux de la renier. Voilà, il faut la transcender, mais l'inclure. Or, pour pouvoir transcender quelque chose, il faut déjà l'avoir vécu. Et accepter. Et accepter. Voilà. Et donc, normalement, quand l'entraînement est bien fait, bien mené, sous la houlette de quelqu'un de compétent, eh ben, on découvre ça et il y a une évolution, une intégration qui se fait. C'est normal. Quand des jeunes hommes pleins de testostérone poussent la porte d'une salle d'entraînement, que ce soit à 15 ans, 18 ans, 22 ans, il y a une envie de se connaître à cet endroit-là et qui est normale, saine, légitime. Aller voir ce que tu vaux face au monde. Exactement. Et ça fait partie de la vie et c'est très bien comme ça. Mais normalement, si la formation elle est bien dirigée, eh ben on pratique plus pour les mêmes raisons à 30 ans, à 40 ans, à 60 ans. Et il y a vraiment une intégration de nos motivations intrinsèques qui changent. Au départ, c'est quasiment toujours de la peur. Est-ce que comme tu dis, est-ce que je vais vouloir quelque chose? Il y a des gens, c'est si on m'attaque, qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui pratiquent pas du tout pour la self-défense, mais c'est il faut que je me mesure à l'autre. Donc c'est d'autres formes de peur, etc. Il y en a qui pratiquent même pour l'aspect folklorique parce que ils ont des origines japonaises, russes, chinoises et que ça les connecte à leurs ancêtres. Mais derrière, c'est la peur de pas être connecté à ses ancêtres. Donc il y a toujours un ensemble de peurs inconscientes. Et avec les années, normalement, si c'est bien fait, ça apaise. Ça les apaise. Et déjà, ça les met en lumière. On se rend compte de nos peurs. Et puis après, effectivement, on les intègre et on passe à autre chose. Et on trouve après d'autres raisons pour pratiquer. Je t'ai entendu dire plusieurs fois le truc de on apprend à se battre pour pas avoir à se battre. Oui, c'est mieux quand même. C'est parce que c'est la peur qui amène aussi à de l'agressivité. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc là, on boucle sur ce que tu dis. Exactement. Et justement, c'est là où énormément de pratiques ne vont jamais dans cette introspection, restent en surface. Parce qu'effectivement, c'est plus rentable de pas aller voir la peur. Comme ça, tu gardes tes élèves longtemps. Parce que comme tu ne traites pas, c'est vrai, comme tu ne traites pas les motivations inconscientes qui les poussent à venir à la salle, ils reviennent encore et encore. Mais en fait, tu mets vraiment un pansement sur une jambe de bois. Or, normal. Mais ça, pour moi, c'est le signe d'une formation incomplète, à mon avis. En fait, tu leur, si jamais tu vas travailler ce truc-là, tu leur coupes potentiellement la motivation de venir au club s'entraîner ou de venir. Tu t'enlèves ce qui les drivait, la peur à la base. Et donc, potentiellement, s'il installe rien de plus pour subsumer son art, il arrête, quoi. C'est là où c'est important d'avoir autre chose à proposer derrière. Et c'est là où justement tu vois la profondeur de la formation du professeur. Effectivement, s'il y a juste des manières de se fuir, si la personne ne se fuit pas, elle quitte ta salle et elle revient jamais. S'il y a autre chose, et c'est là où on voit est-ce que c'est relié à une tradition avec un T majuscule. Ok. Et ça serait quoi, toi, les critères pour un novice, justement, qui viendrait dans ce genre de dojo ou quoi, pour remarquer qu'il y a finalement assez rapidement l'accès vers cette profondeur, vers un truc où on va vraiment les travailler, même les peurs.
où il n'y a pas, tu vois, pour pas avoir à se perdre, justement. Est-ce que les gens sont tranquilles ? Ok. Ou est-ce qu'ils sont tendus ? Est-ce qu'ils sont tendus pour revenir sur ton travail, tu vois ? Est-ce que le taux de cortisol, quand tu rentres, il pète le plafond ? Ouais. Tu vois ? Est-ce que tu vois que les intermédiaires, tu sais, les pratiquants qui ont 6 ans de pratique, 7 ans de pratique, comment ils traitent ceux qui ont 1 an de pratique ? Est-ce que ça sert de sparring partner, de punching ball vivant ? Ouais, d'accord. Est-ce qu'ils se défoulent dessus Ah là là. ou pas ? Non, bah oui, mais Non, mais pardon, c'est mais c'est ça le meilleur existe indicateur. tu vois. Est-ce que le prof se sent obligé de faire un storytelling ? Tu sais, genre, et là, le méchant, il arrive, et là, bam, cervical, ah, bam, génital, tu vois, ce genre de truc pour flatter une vision idéalisée de l'élève, ou est-ce qu'au contraire, on est sur quelque chose de beaucoup plus humble, de beaucoup plus posé, de beaucoup plus réaliste, justement, qui a pas besoin de créer des mythes et de faire du Walt Disney. Enfin, du Chuck Norris, plutôt. Ouais, d'enrober le truc. D'enrober, voilà, exactement. Bon, ça ne sont que quelques indicateurs, mais d'une manière générale, après, tout va dépendre du niveau d'intimité que l'adepte a avec lui-même. Plus il est aliéné de lui-même, plus il risque de pas se rendre compte qu'il est pas au bon endroit, et plus. Oui, c'est ça. Mais et ça, c'est tragique parce que ça fait un tri. Du coup, il reste que les gens qui sont coupés d'eux-mêmes. Et... Voilà, c'est à ceux qui a, à ceux qui n'ont pas, on leur enlèvera même ceux qui n'ont pas, et à ceux qui ont, on leur donnera encore plus. Enfin, c'est tragique, mais c'est comme ça. Si tu arrives dans un environnement comme ça, rempli de gens coupés d'eux-mêmes, et que toi, tu es un minimum présent à toi-même, et que tu as un minimum d'écoute de toi et d'instinct de survie, en fait, tu vas pas rester longtemps, mais tu peux. Voilà. Je pense qu'il y en a certains qui peuvent essayer de se convaincre que si je suis à la bonne place, et du coup, il faut que j'accepte. Et ils tombent dans le piège. C'est ça qui est tragique. C'est vraiment tragique. Hein. Moi, j'ai vraiment vu des gars se faire estropier dans ce genre de cours, tu vois. Et je me souviens d'un gars comme ça que j'ai connu. Il était en position pompe et le prof, il est arrivé, il a dit « Descends plus bas !» Et le gars, il faisait de son mieux, quoi. Machin, et le mec lui a mis un coup de pied dans le bras pour obliger le bras à descendre, et il lui a pété le bras. Tu vois, c'est des trucs, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et des choses comme ça, moi, depuis plus de 35 ans, maintenant que je suis dans le milieu, 36, ça fait coup de vieux. J'en ai entendu des tonnes et c'est pas normal. Évidemment qu'une blessure peut arriver, mais ça doit être exceptionnel. Et puis ce qui compte surtout, c'est quelle est l'attitude du professeur face à ça. Quand il se passe un truc comme ça. Voilà, et puis du collectif aussi. Mais c'est très mauvais signe. Je suis sûr qu'il y a des milieux où on minimise le truc, on dit bon, ça arrive, ça fait partie du truc. Mais quand tu dis ça, je pense à quelqu'un que je vais pas nommer pour pas lui faire de publicité ni bonne ni mauvaise, mais qui avait fait un festival d'art martial très connu, et où le lendemain, il avait envoyé à ses élèves un mail qui disait bravo à vous, vous avez fait une super démo, bon, pas de problème, on motive son équipe, c'est le jeu, mais il disait, alors bien sûr, il y a Robert qui est blessé à tel endroit, Raoul qui a ses cervicales qui marchent plus, tu vois, Thibaut qui ne peut plus marcher, etc. Mais c'est ça des guerriers, et c'est ça, tu vois, et c'est une manière de reframer hypnotiquement les gars pour qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de servir de chair à canon pour la promotion de l'école d'un mec. C'est pas normal, pour moi en tout cas. Non, c'est extrêmement malsain. Mais c'est en train de devenir de plus en plus normal parce que la société tout entière est en train d'adopter ça comme étant la norme. Le sacrifice. C'est profondément sacrificiel et je pense que c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose qui est perturbé, comme dirait mon vieux maître. Ouais, donc faut être à l'écoute quand t'arrives quelque part et il faut lire entre les lignes. Et je trouve que ce que tu disais là sur le niveau de stress ambiant, c'est très juste. Et ça, on le retrouve partout, même dans les études, dans les facs. Oui, mais bien sûr. Et moi, je suis arrivé en fac en école d'architecture. J'ai passé 1 mois et demi. J'étais en première année. Et ben, tout le monde se défoulait sur les premières années parce qu'on était dans des ateliers tous ensemble. Et comme les deuxièmes années avaient subi en première année, arrivé en deuxième année, ils voulaient faire subir aux autres. Voilà. Bon, moi, je suis parti. C'est comme dans toutes les boîtes avec les structures pyramidales, le haut tape sur le bas pour se décharger son stress, etc. C'est le ruissellement du stress. Voilà. Ce ruissellement-là est réel. Et ça, pour moi, c'est vraiment un red flag. Vraiment un red flag. A contrario, ça fait quelques années que je vais me former, moi, avec un gars, un vieux monsieur que j'aime beaucoup, qui est qui est extrêmement compétent. Et ça fait, je le connais depuis 20 ans, hein, mais ça fait 3-4 ans ou 3 ans, je crois, que je vais tous les ans à un stage où il donne beaucoup. Et je suis arrivé comme ça. Moi, je fais pas partie de son école. Je suis une pièce rapportée. Je viens.
Mais les gars, ils m'ont accueilli, mais à bras ouverts. Et le collectif était sain, Oui, on va pas te tester parce que. Non, même pas. Ouais. Bon, non, mais de toute façon, c'est pas des combattants, les mecs, tu vois. Donc, c'est pas. Voilà, mais c'est pas grave. Ils sont très bons sur plein d'autres trucs. J'apprends beaucoup à leur contact. Et justement, à aucun moment, il y a eu un concours de bip pour savoir machin. Mais peu importe. C'était vraiment profondément amical, profondément sain. Et ça, je pense que c'est très important. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, un jeune homme dans la vingtaine, début de vingtaine, qui est vraiment dans ce piège-là de mal se traiter, d'aimer souffrir, d'aimer se maltraiter. Parce qu'en fait, il va arriver dans un milieu comme ça, il va mal tomber, mais pour lui, il est pas mal tombé, il est bien tombé parce qu'il connaît que ça. Ouais. Est-ce que tu considères qu'il vaut mieux qu'il se fasse son expérience et que la vie lui apprendra, ou peut-être qu'il vaut mieux qu'il évite de tomber dans ce piège-là? Non, il faut mieux éviter. Tu sais, il y a des expériences, mettre ses doigts dans une prise, si on peut éviter à des gens de le faire, c'est mieux. Oui, c'est mieux, c'est vrai. Se foutre en l'air le corps, définitivement, avec en général des séquelles à vie, si on peut éviter à quelqu'un, c'est mieux. Risque, quand même. Donc, non, il y a une profonde incompréhension, parce que les jeunes gens veulent devenir des hommes. C'est normal, c'est sain. Ouais. La question, c'est en général, ils ont des représentations fantasmées et délirantes de c'est quoi être un homme. Et ça, il y a un gars en UFC qui s'appelle McGregor, vous le connaissez peut-être. Ouais, bien sûr. Et McGregor, comment il se prépare? Il a été énormément critiqué par plein de gens. Parce que il dormait bien, il mangeait bien, il faisait pas trop de sparring, il faisait des... Ouais. Tu vois, en gros, il s'entraînait comme une gonzesse. Beaucoup moins con que ce qu'il laisse paraître. Il a très bien compris là. Et pour autant, bon, il a perdu des combats, il a gagné des combats, mais je vais dire, sur la moyenne des champions du UFC, honnêtement, il est pas en dessous. Pourtant, ses méthodes d'entraînement sont beaucoup plus respectueuses que font la plupart des autres gens, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Si tu t'intéresses à ce podcast, c'est peut-être parce que ça fait des années que tu cherches des solutions, que tu t'intéresses à comment mieux manger, faire du sport, mieux dormir, gérer ton stress, etc. Et on a tendance à se perdre dans ce flot d'informations, on sait plus quoi faire, on sait plus où donner de la tête. C'est pour ça que mon associé et moi, on a lancé Adomeos, qui est un accompagnement dans lequel justement on aide des gens à apprendre à mieux gérer le stress, à apprendre à se réconcilier avec eux-mêmes, à faire un peu le tri dans toutes les informations qu'ils ont accumulées pendant des années et à y voir plus clair. Donc si c'est un sujet qui est important pour toi, que tu as envie d'en discuter avec nous directement, tu regardes dans la description, tu cliques sur le lien pour réserver un appel. C'est gratuit, ça t'engage en rien du tout. L'idée c'est d'en savoir plus sur toi, de t'expliquer comment nous on travaille et de voir si ça peut matcher, si on peut travailler avec toi ou pas. Je te remercie pour ton attention et je te laisse avec la suite du podcast. Même des mecs comme Rickson Gracie, dont je pense qui est c'est le meilleur combattant historiquement de toute la famille Gracie, fondateur du jiu-jitsu brésilien. Il a été invaincu en plus de 460 combats. Enfin bon, c'est des palmarès, tu vois. Bon, voilà, on n'est pas beaucoup à pouvoir dire on a fait autant. Et on parle que des combats officiels, hein. Et c'est un gars, pareil, qui, à l'époque où tout le monde s'entraînait comme ça, lui, il parlait déjà du souffle, du yoga, du pranayama, l'étirement, tout l'aspect yin, en fait, de la pratique. Ouais. Et voilà. Donc, évidemment qu'il faut pas se planquer derrière le yin pour jamais faire de yang, hein. Moi, je reviens ce week-end d'un séminaire, pareil, bon, je vais pas retirer ma chemise, mais je peux vous dire que j'ai le bide qui est lacéré de coups de couteau et de trucs. Donc, voilà, on se l'est bien donné ce week-end, c'était très sympa. Ok, il faut pas se cacher de l'un pour pas... Et voilà, les gens ont tendance à se cacher là-dedans. Moi, mon prof de jiu-jitsu brésilien, il dit souvent, c'est marrant, mais les gens qui sont naturellement yin, ils vont vers des pratiques yin où ils sont bons. Oui. Les gens qui sont naturellement yang, ils vont vers des pratiques yang où ils sont bons. Les gens font toujours plus d'eux-mêmes. Voilà, exactement. Et donc, c'est connaître là où on est à l'aise pour aller... Voilà. Et il faut faire les deux à un moment donné. Alors, dans des proportions variables, ça dépend aussi des âges de la vie. C'est normal qu'on soit plus yang à 25 ans qu'à 60. C'est bien normal. Sûr, bien sûr. Mais justement... quand à 60 ans, on en est encore à à moins qu'on ait une génétique ça peut arriver. Parce qu'il y a des gars comme ça, à la Dominique Valera, pour ceux qui connaissent, qui est un champion de karaté, de kick, de full contact, dont la réputation n'est plus à faire. Mais le gars, je le vois, il a 75, 78 ans, mais il est encore en yang, et je pense qu'il va mourir en yang. Mais ça, c'est des gars qui ont une génétique hors norme. Hors norme. Bon, voilà. Je repense à McGregor, il s'entraînait quand même avec Ido Portal pour travailler sur sa mobilité. Et ça, c'était révolutionnaire à l'époque. Tout à fait. Et il avait un contrôle et une mobilité, une fluidité de mouvement que les autres ne comprenaient pas, en fait. Voilà. T'as dit un truc intéressant à un moment, c'est que les jeunes hommes arrivent avec une image idéalisée de ce
qu'est l'homme, justement. Et moi, ça me fait penser à un truc, j'écoute souvent Marie-Estelle Dupont, je sais que t'aimes bien aussi. Elle dit souvent, ça me fait penser, je saurais pas forcément comment le lier, mais elle parle souvent de la hausse du narcissisme, justement. Et moi, je me dis qu'il y aurait peut-être un truc, un pouvoir des arts, enfin, pouvoir, c'est un peu, mais les arts martiaux pourraient aider justement à canaliser un petit peu aller se tester face au réel. Si tu arrives avec cette image idéalisée et que tu vois finalement ce que tu peux réellement faire, quoi. Il y a vraiment ce truc-là de structurer potentiellement l'individu, tu vois. C'est effectivement, je pense que ça a de grandes vertus éducatives. Encore faut-il que ce soit, là encore, enseigné par des gens eux-mêmes éduqués. Et c'est ça la grande difficulté de la chose. Et pour le coup, je pense que c'est pas des brevets d'EPTA ou des diplômes ou des certifications qui permettront de quantifier ça. Je pense que c'est complètement vain. Et que, là encore, il y a un marché pour tout. Et malheureusement, j'ai vu énormément de gens prêter leur corps à des gens et se faire défoncer de façon totalement gratuite. Je dis pas qu'il faut pas prendre de coups, mais il y a la manière de les donner, la manière de les recevoir, le but pédagogique qu'il y a derrière. Est-ce que ça nous renforce vraiment ou est-ce qu'on est simplement en train de rejouer une pièce de théâtre? Et notamment, je suspecte énormément de ces gens de s'être fait battre étant enfant et de rejouer à l'âge adulte un pattern connu, tout simplement. Est-ce que tu penses est-ce que tu as vu, toi, au niveau même des études et tout ça, un taux de psychopathie plus élevé justement dans les dojos ou ce genre de trucs? Est-ce que c'est quelque chose qui va attirer du coup l'individu naturellement et qui va se retrouver là-bas? Ou est-ce que selon toi, tu peux développer aussi une forme si c'est mal fait, tu vois, s'il y a une espèce d'ambiance un peu malsaine, justement, un peu violente, est-ce que tu penses que les arts martiaux peuvent amener à ça? Alors la psychopathie, alors moi déjà je suis très critique avec le modèle même de la psychopathie en tant que telle. Je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le thème du podcast, on est plutôt sur les arts de combat, mais c'est vraiment un modèle où quand on gratte, c'est, pardon pour la vulgarité, mais c'est vraiment fait avec le cul. C'est vraiment un modèle... Et ce qui est terrible en plus, c'est que ça a été repris par les psychologues eux-mêmes ou les psychiatres eux-mêmes, par les grands médias a fortiori, sans aucun recul critique sur son épistémologie. Mais admettons, je vais totalement rentrer dans ton cadre de référence. Si on admet le modèle de la psychopathie serait génétique. Donc, ça répond à la question, non, on ne développe pas de la psychopathie en rentrant. Là-dedans. De la sociopathie, en revanche, qui est son pendant non génétique, c'est possible, mais alors moi, je n'ai pas connaissance de littérature scientifique sur ce sujet. Qu'il y ait plus de psychopathes dans la politique à haut niveau, oui. Dans la banque et la finance, oui. Dans tout plein d'autres, dans certaines branches de l'armée, oui. J'ai pas de données en tête, mais par rapport à la compréhension générale que j'ai du phénomène, parce que c'est que j'ai quand même un peu travaillé la question, ça m'étonnerait pas que dans la police aussi. D'une manière générale, partout en fait, où on peut exprimer du pouvoir et de la dominance. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que il y a des travaux qui parlent ça, et on n'y pense pas forcément chez les bouchers. Ah putain. Ou les mecs qui bossent dans les abattoirs. Oui. Ma copine voulait être bouchée. Je dis pas que tous les bouchers ont des... Ah, je sais. Non, mais quand tu peux mettre des grands coups de hachoir sur des carcasses, ça doit faire du bien. Voilà, non mais voilà, dans les abattoirs, etc. Et aussi chez les chirurgiens. Les orthopédistes qui mettent des grands coups de maillet sur des genoux sur un patient endormi. Non, mais tu sais, même des gars qui ouvrent ton corps, qui tu vois. Oui, mais il y a une forme de fascination morbide, je pense. Exactement. Moi, je pense à celui qui passe, le médecin légiste qui passait sur Légende, qui parle à chaque fois des. Moi, j'aime bien. Voilà. Mais la façon dont il parle, il y a une jouissance du fait même de pouvoir dégoûter l'autre de ce truc-là. Moi, j'ai accès à ça vraiment. Enfin, je vois tout ce truc-là chez lui. C'est un mec intéressant, même psychologiquement. Il a du relief, il est brillant, il est intelligent, il a du relief. Ouais, non, ça se voit. Donc voilà, mais en tout cas, oui, certains. Mais ce qu'il faut bien comprendre de toute façon, c'est que si on va vraiment dans les arts militaires, un des grands, j'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo de ça, mais un des grands défis des gradés et de l'état-major, c'est comment faire tirer des conscrits sur d'autres êtres humains. T'en as déjà parlé. C'est quelque chose qui est difficile. Et c'est pas pour rien que dans le service militaire, dans la préparation opérationnelle des gars,
on les maintient sous cortisol, on les maintient sous stress. Il faut faire. C'est pour ça que les sergents instructeurs leur parlent mal, les violentent, les infrahumanisent, les infantilisent, leur donnent des injonctions contradictoires, histoire que le gars il pète un plomb, il dise mais attends, tu m'as dit de faire une chose et là tu me dis de faire son contraire. Tu parles du Covid là ou tu parles de... Oh, c'est valable aussi avec le Covid évidemment puisque c'est les mêmes leviers. T'as raison de le souligner. J'étais obligé. Mais bien sûr. Donc c'est le fait de maintenir des gens comme ça sous stress permanent fait qu'au bout d'un moment ça monte et toi qui es fan de Henri Laborie, au bout d'un moment tu vas chercher le réflexe d'avoir envie de se décharger sur quelqu'un d'autre. Mais comme le cadre t'empêche de prendre ton sergent instructeur et de lui mettre un coup de tête, et ben à un moment donné justement l'idée c'est que cette pression monte et que ça sorte le jour J sur les mecs d'en face. Mais tout ça n'est pas sain. C'est très ingénieux, mais c'est au sacrifice du soldat. Voilà, c'est le sacrifice du soldat. Donc, il faut être clair que tant qu'on n'est pas dans des forces spéciales, ça c'est autre chose. Les unités d'élite, on les bichonne. C'est autre chose, tu vois. C'est comme de la bonne viande, tu vois. On les masse, les bœufs, avant de les abattre, tu vois. Ça, c'est autre chose, parce que les mecs, ils coûtent cher. Donc, on veut pas perdre un mec du GIGN, un mec du RAID. Ça coûte cher à les former. Mais pour la piétaille, on n'en a rien à faire, mais rien à faire. Oui, c'est du bétail. Hein. Et donc, du coup, il y a certaines personnes qui prennent ces arts militaires et ces méthodologies et qui conservent ces méthodologies quand ils enseignent à des civils sans se rendre compte. Ben oui, mais t'as énormément de gens qui n'ont pas les connaissances en neuropsychologie pour réaliser le pourquoi du comment et qui répètent bêtement parce qu'ils savent faire et ils disent c'est comme ça qu'on fait. Puis plein de mecs sûrement dans l'armée qui enseignent qui savent pas au moment. Voilà. Et qui se contentent de reproduire sans comprendre ce qu'il y a derrière. Sauf qu'on ne forme pas de la même façon un civil qui n'aura peut-être jamais à s'en servir, où on doit quand même monter son niveau de compétence, mais on doit penser ça sur le temps long, à l'échelle d'une vie. Oui, c'est dur en fait. Voilà. Alors que des gars de l'armée israélienne, pour ne pas citer de discipline en particulier, et qui s'entraînent comme ça en étant sous cortisol en permanence, ça a du sens quand t'es... Allez, on va faire striker la vidéo. Quand t'es en Israël ou en Palestine et que c'est la guerre en fait, c'est la guerre. C'est en phase avec les exigences du contexte. Ben oui, parce que les mecs sont sous cortisol en permanence parce que t'as une bagnole qui pète, t'as une roquette qui va partir dans l'immeuble en face. Donc, c'est normal de s'entraîner comme ça puisqu'ils sont comme ça. Mais pour des gars qui habitent à Knokke-le-Zout et qui s'entraînent 2 fois 1h30 par semaine, qui sont pères de famille en pleine campagne, où ils disent bonjour à tout le monde dans le village parce que tout le monde se connaît. Le fout pas sous cortisol. Mais c'est vraiment avoir envie de dégommer sa santé pour au final un bénéfice quasi nul. Au bénéfice de l'ego de l'instructeur. Souvent. Ou de l'image de marque de l'école pour reprendre l'anecdote précédente. Vous êtes des guerriers, oui, non en fait. Enfin, bon, bref, vous avez compris. La perméabilité au stress, justement chez les hommes et les femmes là-dedans, elle est différente ou pas oui, comme je l'ai expliqué dans la vidéo 82 là qui est sortie il y a 2 jours, je sais pas quand est-ce que ce podcast sortira, mais en tout cas dans la vidéo 82 de ma chaîne, j'explique un petit peu et je donne des études qui expliquent effectivement que les femmes sont plus vulnérables au stress, à l'anxiété. Ce que Bébert au PMU du coin sait très bien en fait. Il l'a compris instinctivement. Et c'est pas pour rien qu'on protège les femmes de la guerre depuis toujours. Justement, c'est parce qu'elles tiennent moins bien le stress. Sauf mais elles ont une plus grande capacité à la douleur, je crois. Oui, elles ont une meilleure résistance à la douleur et elles tiennent mieux le stress de faible intensité mais de longue durée. En gros, avoir un enfant. Par exemple. Moi, j'ai des amis là j'ai plein d'amis qui ont des enfants en bas âge. Je peux vous dire que quand je vois la tête de mes amis hommes par rapport à la tête de mes amis filles, tu vois que les femmes supportent mieux le fait de pas dormir son compte de sommeil pendant 2 ans, ce genre de choses là où les mecs ils sont beaucoup plus ravagés. Ça me défonce. Mais ça, c'est des spécialisations qui ont des raisons évolutionnistes, évidemment. Mais si tu veux, si on parle vraiment de la bagarre et du truc, voilà. En gros, les professionnels, ils disent que dans des combats de rue ou des situations d'intervention de type police, etc., une femme, c'est comme aux échecs, les pièces, elles ont des valeurs, tu sais, tu dis une tour ça vaut 5, un fou ça vaut on va dire 3 pour simplifier parce qu'on va pas parler d'échecs en détail ici, les pions ça vaut 1, donc tu peux sacrifier une tour pour avoir un fou et 2 pions. Et c'est un peu la même chose en intervention. Souvent on dit un mec c'est 7, une femme c'est 4 à peu près, voilà. Ok. Et ça dépend quelle femme, Ronda Rousey doit valoir un peu plus. Bien sûr. Et puis un nerd avec un petit corps tout blanc, il vaut peut-être un peu moins que 7, mais voilà. Oui, aussi. Enfin, c'est un ordre d'idée.
Toi, ça t'a aidé personnellement les arts martiaux pour le stress, pour gérer. Et t'étais quelqu'un de stressé ou pas déjà à la base quand t'as commencé par exemple? Ouais. Moi, j'ai vraiment appris. C'est vraiment mon entraînement qui m'a appris à mais de base et encore aujourd'hui, parce que ça, je pense que c'est quelque chose. C'est probable. Enfin, c'est pas. En ce qui concerne mon cas, c'est pas inné, mais c'est éducationnel. Ça dépend notamment du rapport à la mère, parce que c'est la mère qui aide par sa présence, bienveillance récurrente, c'est lié aux théories de l'attachement et toutes ces choses-là. Ça aide le système sympathique à pas partir trop vite. Le système adréno-sympathique sous stress, il part. Ouais. Et donc donc selon le rapport qu'on a à la mère, on va être plus ou moins calme, mais c'est pas le seul facteur. Il y a aussi des facteurs génétiques. Il y a encore d'autres facteurs qui sont liés aux structures de personnalité. Enfin, c'est multifactoriel. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, oui, j'ai appris à gérer la douleur, le stress. Là, ce week-end, moi, à un moment donné, je vais voir mon instructeur que j'ai pas vu depuis longtemps et je lui dis là, j'ai une vieille blessure à tel endroit, j'ai une inflammation là. Il m'a regardé, il m'a dit OK, allonge-toi, machin. Il commence à me masser, à me faire un espèce de stretching de l'enfer. Mais un stretching de l'enfer. J'ai commencé à hurler de douleur, mais je n'ai jamais de ma vie entière hurlé comme ça. Il est allé me chercher dans des seuils de douleur que je ne connaissais pas. Avant, c'était une masseuse en Thaïlande qui m'avait rentré les coudes. Elles sont dures. Honnêtement, j'avais fait toutes les techniques que je connaissais pour tenir la douleur, parce qu'il y a des techniques secrètes dans certaines vieilles écoles pour inhiber le corps, etc. Et à la fin, déjà, là, je m'étais remis entre les mains de Dieu face à ce massage. Donc, c'est déjà... tu sais, quand t'as tout épuisé, tu fais, j'arrive à ma limite. Tu ris nerveusement, tu commences à pleurer un peu. Là, il m'a amené encore plus loin, cet enfoiré. Je dis ça avec un sourire et de l'amour dans le ton de la voix, bien sûr. Et j'étais volontaire, mais il a commencé à rentrer, à m'étirer. Il a vu que je savais gérer la douleur, donc que j'arrivais à rester avec moi et que je partais pas en transe hypnotique, mais il m'a poussé là-dedans. C'était atroce. Et c'était génial, parce qu'après, il m'a enlevé l'inflammation instantanément. J'ai eu pareil. C'était plus efficace que tous les ostéopathes que j'ai vus et tous les machins. Mais c'est évident que tu peux pas faire ça dans une pratique de cabinet avec des gens qui n'ont pas cet entraînement. Sinon, les gens vont te mettre un mauvais avis Google. Oui, non, mais voir un procès. Enfin, je veux dire, tu vois. J'ai eu ça aussi, un ami ostéo. Je m'étais bloqué le dos, mais j'étais allongé dans un canapé, je pouvais pas bouger. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, ça. Il est venu chez moi. Il m'a dit, allez, faut se lever, là. Il m'a fait me lever, il m'a manipulé la jambe et tout, j'ai eu horriblement mal. Et après, ça allait mieux. C'est des niveaux de stress que les gens non entraînés ne sont pas capables. Mais oui, j'aurais jamais pu m'infliger ça moi-même. C'est impossible. Mais c'est important, parce que là, c'était dans le cadre d'une relation... j'oserais dire traditionnel. C'est un gars que je connais depuis 15 ans, qui sait ce que je vaux, qui sait ce que je peux prendre, et qui est très compétent, parce que moi je sais à quelle école ce mec a été formé, et les exercices et les trucs qu'on lui a fait subir là-dessus, il connaît vraiment ses limites, tu vois. C'est des gars, il s'est formé avec les meilleurs Russes. C'est les limites du corps. J'avais des gens, ils me racontaient comment ils avaient formé ce mec-là, où c'était à coups de fouet. T'as plein d'exercices en systéma avec le fouet pour justement que tu sentes la douleur et que tu lâches. Le corps veut pas lâcher, si, il va lâcher, tu vois. C'est vraiment. Mais justement, il faut jamais que ce soit un tabassage en règle. Il faut jamais que à l'inhibition. Voilà, sinon tu rentres en inhibition de l'action, ça sert à rien. Tu passes en mode sympathique de l'extrême et t'as peur. Enfin, ça dépend. Il y a des gens, ils passent en sympathique, d'autant parasympathique. Justement, ça dépend des réactions face au stress. Mais justement, il faut connaître ça, identifier ça chez les gens, rester sur la bonne limite de travail, etc. Mais en tout cas, il y a tout un travail passionnant qui peut être fait en termes de connaissance de soi. Mais ça draine aussi des gens qui ont des accointances avec le milieu sadomaso. Et ça aussi, c'est pas bon non plus. En tout cas, c'est pas ça que ce travail-là. Le but, c'est pas d'apprendre à aimer la douleur. Non. C'est pas ça du tout. C'est de pas. L'idée, c'est d'enlever tout ce qui est auto-apitoiement, qui est une perte d'énergie sèche. Et tu vois, c'est un gars, à un moment donné, il s'est fait fouetter, mais jusqu'à un niveau où et il me racontait qu'à un moment donné, il se prend le bout du fouet, tu vois, juste sous l'œil, parce qu'il avait encore ça de tension sous l'œil. Tu vois, et à ce moment-là, il disait, putain, quand je me suis pris le coup, je me suis dit, ça y est, j'ai perdu mon œil. Et non, parce que les mecs qui le faisaient bien. C'est des gars qui peuvent te couper une feuille de papier, mais au millimètre, tu vois, avec le fouet. Ils savent exactement ce qu'ils font.
Voilà, mais ça demande d'être dans une lignée traditionnelle de gens qui se forment à ça, et ça prend des années et des années. Et ça demande vraiment d'être dans une relation de confiance, de foi profonde, parce qu'on remet. C'est un peu comme les mecs du GIGN, tu sais, à la fin, ils font le tir de confiance, ils tirent à balles réelles sur un gilet pare-balles. T'as intérêt à avoir confiance dans le mec, quoi, tu vois. Et t'as des gens comme ça, et ça, c'est malheureusement classique aussi avec Hypnomachie, avec ma démarche, et il y a des gens, ils veulent la tradition, ils disent, ça a l'air bien la tradition, mais ils sont pas prêts à faire confiance. Bah oui, mais dans ce cas-là, on peut pas transmettre parce que c'est des choses qui sont trop sur le fil pour pouvoir être transmises sans confiance. C'est impossible. Impossible. Ou alors on restera en surface dans un truc. Oui, on en revient à ce que tu disais au début. Si on est dans un cadre où il y a de la peur, tant qu'il y a de la peur, il n'y a pas de confiance. Et en plus, on est avec des gens qui, tu as dit, ce qui est important, c'est de savoir ce que tu fais quand tu enseignes et de pouvoir aller loin dans le process en sachant ce que tu fais. Dans les cadres que tu as décrits au début, les mecs ne savent pas ce qu'ils font et n'ont pas conscience des conséquences potentielles de ce qu'ils font. Et les gens qui sont enseignés ont peur, donc ne peuvent pas faire confiance. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Et parfois, si on le sent pas, il faut mieux ne pas le faire si on le sent pas. Oui, mais si on ne sent pas, on peut pas savoir qu'on sent pas. C'est faire la différence entre je le sens pas et je me sens pas. Et bon, ça, c'est. Là encore, c'est que ceux qui ont des oreilles entendent et ceux qui n'ont pas, on leur enlèvera. Et ceux qui ne se sentent pas peuvent se convaincre qu'ils le sentent. Alors qu'en fait, s'ils étaient un minimum à l'écoute d'eux-mêmes, ils iraient pas. Ça, c'est vraiment le tragique de l'existence, oui. Oui, vraiment. Au niveau des sports, en général, tu penses quoi de se servir du sport comme exutoire ? Comme façon de se défouler, c'est plutôt. Enfin, ça dépend de chaque individu, c'est fait au burin, la façon dont je pose la question. Mais qu'est-ce que ça implique de faire ça, selon toi, de positif et négatif pour un individu, de se servir d'exutoire d'un sport, d'un art martial? Je pense que ça dépend énormément et de l'âge de la personne et de son rapport à son corps. Ok. Parce que le corps est utilisé chez beaucoup de jeunes gens comme une manière de se défoncer, de sécréter des endorphines, tu vois, voire de l'endomorphine à peu de frais. C'est une espèce de stupéfiant du pauvre, tu vois, qui coûte rien, qui renforce quand même un peu ta santé. On va donc de ce point de vue-là, mieux vaut faire du sport. Qui est très valorisé socialement aujourd'hui. Voilà, très valorisé socialement. Bon, mais ça, c'est bien quand on a 20 ans, tu vois, parce que quand on a 20 ans, qu'on comprend pas ce qu'on fait, qu'on n'a pas de notion de biomécanique, c'est pas grave si notre geste est pas parfaitement physio, le corps peut encaisser. Bon, déjà quand on arrive à ton âge, c'est déjà plus pareil. Je commence à sentir les limites. Voilà, tu sais, le début de trentaine où on dit genre ouf, je suis sorti hier soir, là c'est un peu dur ce matin. L'excès de confiance est moins autorisé. Et donc, et plus on vieillit, plus. No pain, no game, il marche plus trop. Non, mais no pain, no gain, c'est de la connerie. Il faut arrêter avec ça. C'est tellement une catastrophe. Mais on en parle régulièrement avec Arty, c'est tout le côté du vocabulaire, par exemple, autour de la salle de sport. C'est je vais me tuer à la salle, par exemple. C'est ce genre de truc où tu dis non, mais tu vas. Enfin, ça dit quelque chose de toi, tu vas te tuer à la salle, quoi. Et il y a que ça, quoi. Il y a que de. Énormément de gens dans le milieu fitness, salle comme ça, crossfit, tout ça, sont dans un rapport qui relève de ce qu'on appelle la transhypnotique de dissociation. C'est-à-dire que, en fait, ils alternent entre de la transe d'identification et de dissociation. C'est-à-dire que souvent, ils utilisent en fait leur corps comme un objet externalisé. Okay. D'ailleurs, ils vont dire mon bras a mal, tu vois. Ils vont pas dire j'ai mal au bras. Tu vois, il y a une mise à distance du corps qui induit effectivement une mise à distance de soi. Moi, ce genre de pratique m'intéresse pas. J'ai fait quand j'étais tout jeune, évidemment, parce que il faut bien tomber dans les pièges quand on est jeune, au moins un minimum. Mais ça m'intéresse vraiment pas du tout. Par exemple, à un moment donné, je devais avoir peut-être 27 ou 28 ans. J'étais très très souple moi quand j'étais plus jeune, parce que les vieilles écoles japonaises que j'ai fait pendant des années. Ça s'appelle du jujitsu, donc c'est l'art d'utiliser efficacement la souplesse. Encore faut-il avoir de la souplesse à utiliser. Et donc voilà, je faisais vraiment l'écrasement facial, etc. Bon, maintenant aujourd'hui ma recherche m'amène vers autre chose, mais puis en plus j'ai même un morphotype plutôt laxe. Et j'avais toujours fait tout ce qui était stretching, étirement, assouplissement. J'avais toujours fait ça vraiment dans une symbiose avec mon corps, dans quelque chose de très organique, vraiment comme un chat qui s'étire, tu vois, quelque chose de très où il y a pas de blabla mental, il y a pas de concept, il y a que de la que de l'organique, au moment présent.
Et puis un jour, je suis tombé sur des techniques de stretching d'optimisation des performances en stretching par l'usage de la respiration. Donc j'utilise ces techniques, Ah ouais, ça marche, hein. J'ai senti que je gagnais un peu plus, que j'augmentais mes performances. La promesse était bonne. Oui. En revanche, ce qu'on m'avait pas dit, c'est le prix. C'est le prix, le coût caché. Ça, moi, je parle énormément de ça sur ma chaîne, sur la différence entre ce qui brille et ce qui est en or, parce que c'est tout ce qui brille n'est pas en or, loin de là. Et en fait, le prix à payer pour augmenter ma performance, ça a été de me couper de cette organicité, de cette intimité avec mon corps. Ouais. Et j'ai mis des années à retrouver ça et à revenir en arrière sur ce pacte avec le diable que j'avais signé sur l'autel de la performance à ce moment-là. Et ben voilà, je développe ça beaucoup sur ma chaîne. Là, je vais pas développer ça, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller entendre et comprendre ce que je veux dire par logique gnostique sur ma chaîne. Voilà. Ouais. C'est ce délire d'utiliser la phase d'expiration où on est moins sensible à la douleur et du coup on peut aller chercher plus loin l'étirement, c'est des trucs comme ça, non ? C'était un mélange de trucs comme ça et puis comme à l'époque je faisais pas mal de PNL, d'hypnose, machin, où je suis très critique maintenant vis-à-vis de ça. Là encore j'en parle sur ma chaîne. Maintenant je pense même que c'est une connerie, mais je mélangeais ça avec des techniques de visualisation. Ouais. Tu vois, j'imaginais que j'étais un yogi, tu sais les mecs qui mettent leur orteil dans leur oreille et tout, machin, et vraiment je rentrais comme ça dans le corps du yogi. C'est quoi vivre de l'intérieur avec les neurones miroirs, tu vois, ces mecs-là. C'est ce que t'appellerais une transe d'identification. Ouais, aussi, ouais. Mais ça marche. Ouais. Mais là encore, qu'est-ce que ça coûte ? C'est efficace. Ça n'est pas efficient. C'est le principe de transe d'identification. T'es identifié à autre chose que toi. Du coup, t'es pas avec toi. Exactement. Et tu payes comme t'es pas avec toi, tu peux pousser ton corps dans ses retranchements. Voilà. Ouais. Donc là encore, ça marche. Ça m'a permis de faire quelques prouesses. Mais ça n'est pas l'essentiel et... Ouais. Voilà, c'est superficiel comme pratique. Tout ça est très superficiel. Moi, je m'intéresse pas tellement aux arts de combat en général, enfin depuis assez peu de temps en réalité. Et j'ai vu que y a une hype quand même depuis quelques années pour le MMA. Oui. C'est un truc vraiment extrêmement à la mode. Ouais. J'ai vu les augmentations des inscriptions, c'est genre 300, enfin ça prend 300% tous les ans. T'expliques ça comment, toi ? Pourquoi ce sport ? Et t'as aussi une baisse drastique. Par exemple, la fédération de judo. Ouais. Elle est en mode alerte rouge parce qu'elle a perdu autant de licenciés. Okay. C'est des transferts. Mais c'est pour ça qu'ils sont très critiques vis-à-vis du MMA. Ben oui. C'est pas plus de gens qui vont se mettre selon toi. Il y a les deux, mais non. Au niveau des chiffres, il y a vraiment une perte il y a des transfugés du judo qui vont au MMA. L'aïkido s'effondre aussi. Maintenant, c'est complètement ringard. Et les mecs, pareil, des fédérations se disent comment on pérennise notre base de pratiquants. J'ai pas vu les chiffres pour la fédé de karaté, mais enfin, faut pas être Einstein pour deviner que ça doit être la même chose. Ouais. Donc, pourquoi ce sport a autant de hype ? C'est quoi derrière ? Parce que ça caresse dans le sens du poil toute la mythologie de l'époque. Okay. Tu parlais tout à l'heure de la hausse du narcissisme chez les jeunes. Ouais. Je répète très souvent cette statistique, mais les jeunes de ta génération aujourd'hui, en moyenne, bien sûr, ça dépend des gens, mais ont perdu donc à peu près 40% d'empathie par rapport aux jeunes gens de ma génération. Là encore, c'est des généralités. Moi, j'ai pas forcément une empathie incroyable. Toi, t'es un garçon formidable, mais voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est aussi dans un raccourcissement de l'horizon temporel. Les jeunes gens veulent tout de suite. Ils ne veulent pas payer le prix de l'effort, ils n'envisagent plus les choses sur le temps long. Ils veulent gagner de l'argent vite, ils veulent plus prendre sur eux, etc. Le MMA correspond et te vend une pratique qui va donner des bienfaits rapides, ce qui n'est d'ailleurs pas faux. Quand on voit quel est le prix. Voilà. Mais et là encore, mon but, c'est pas du tout de convaincre ou de dire que le MMA, c'est pas bien. Ouais. Je pense en effet que le MMA répond de façon tout à fait adaptée à cette promesse par rapport à du karaté Shotokan de base ou du judo à papa ou a fortiori de l'aïkido. Tu vois, qui est ça peut être applicable. Il y a des gens qui ont un aïkido très intelligent, mais enfin, si tu prends sur un pratiquant moyen, une ceinture noire moyenne ou un deuxième dan moyen, c'est pratique pour arriver à un truc où tu peux faire quelque chose. Quoi. Tu prends un gars, tu vois, voilà, un petit deuxième dan, 7-8 ans de pratique, un peu régulière, 3-4 fois par semaine. Il y a pas photo. Enfin, c'est évident. Et le nombre de gars qui arrivent, qui disent, moi, j'étais ceinture noire de Shotokan, je suis arrivé dans une salle de kickboxing ou de MMA, je me suis fait violer.
Bah évidemment. Mais et ça tient c'est pas le même niveau de réalité, c'est pas les mêmes méthodologies d'entraînement. Il y a une intelligence accrue, donc bah, c'est normal que les jeunes générations viennent dans cette direction. Okay. Après, c'est pas la même finalité en réalité. Mais bon, après... Dans quel sens c'est pas la même finalité? Bah, dans le sens où quand on travaille vraiment... là, j'ai parlé du karaté, j'aurais pu parler d'autres trucs. Hein, j'ai rien contre une chapelle en particulier. Mais si tu veux, dans le karaté, quand tu le comprends bien, quand tu fais bien des recherches, tu regardes tous les katas, ça n'a jamais été des bunkai. Les katas... Pourquoi il y a des katas ou des tao ou des kuyen selon Pourquoi il y a des et je parle des katas de l'art de la main. Je parle pas des katas de type judo ou jujitsu ancien qui sont des katas à deux. Je parle de katas tout seul, tu sais, où tu fais ya dans le vide, machin. Ces katas-là, on peut se poser la question de quel est l'intérêt de passer des heures, parce que dans certains styles de karaté, c'est un tiers de la pratique. Un tiers du temps de pratique à faire ya tout seul dans le vide. Ouais. Enfin, tu vois ce que ça s'est barré au bout de 2 ans de ça parce qu'il faisait quasiment que ça. Voilà, on peut se poser des questions sur la pertinence de ce mode d'entraînement par rapport à un travail, je sais pas, avec des pattes d'ours, un travail de physique, un travail de... Enfin bref, toutes les autres façons de faire, les autres manières de s'entraîner. C'est que dans ces arts de la main, le kata, le kuyen, le tao, contient les clés pour tout ce qui est points vitaux. Et par définition, les points vitaux... Tu peux t'entraîner avec des partenaires humains, mais si tu t'entraînes plus d'un certain temps, ça dérègle le système. Okay. Donc, il fallait trouver une manière d'automatiser certains enchaînements sans avoir à foutre en l'air la santé de ton partenaire. Ah, merde, de ce point de vue-là, ça devient vachement plus intéressant. Ah, zut alors. Et donc, ça n'a rien à voir avec des bunkai. Les bunkai, c'est de la pure mystification. C'est des techniques qui, en général, sont beaucoup moins bien foutues que l'équivalent sans kata. Et c'est vraiment une rationalisation pour que les mecs se disent, bah non, mon truc, ça sert à quelque chose. C'est pas possible que j'ai fait des ya dans le vide pendant autant d'années et que ça ne serve à rien. Eh ben si, tu t'es fait mystifier la tronche, Gustave, évidemment. Donc, voilà, mais à partir du moment où tu comprends tout le travail de points vitaux, les enchaînements de points, etc., alors là, ça commence à prendre du sens. Oui, mais pour ça, là encore, il faut une transmission non dégénérée. Or, en karaté, pour ne citer que le karaté, parce que moi, je m'y connais moins pour les arts chinois, etc., mais c'est qu'il y a eu des pertes, il y a eu des transmissions incomplètes, etc., qui ont amené... à de la perte. Et donc, quand on fait un petit travail d'archéologie pour remonter sur les origines de son art, c'est toujours intéressant, ça, d'aller travailler les origines. On a perdu à vouloir aller trop vite. Voilà. C'est, je sais pas, les mecs qui font de l'aïkido, allez voir un peu le Daitoryu. Moi, ça me tue que des mecs qui sont 4e dan d'aïkido n'aient jamais, soient jamais allés faire un cours de Daitoryu, quoi. Okay. Et pareil pour les gars qui font du karaté. Ça dépend le style de karaté que vous faites, mais selon le style de karaté, je sais pas, vous faites de l'oué de Shiryu, allez faire un peu de grue blanche, ne serait-ce que pour voir d'où ça vient. Pas forcément devenir expert en grue blanche, mais juste aller goûter pareil pour les judokas, c'est aller faire des vraies écoles de jujitsu, des koryu. Ça me fait penser à l'importance qu'il y a à aller chercher dans l'épistémologie des concepts que tu utilises. Mais oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est aller remonter un niveau plus loin de complexité en amont dans la chaîne logique dans ce que vous pratiquez. C'est la base. Mais 90% des gens, que ce soit en art de combat, parce qu'aujourd'hui on parle d'art de combat, mais dans toutes les sciences aussi, le nombre de psychologues, pour ne citer que des domaines que je connais bien, qui n'ont aucune notion d'épistémologie, c'est dramatique. Ouais. Et c'est pareil dans les arts de combat. Il y a plein de gens qui n'ont aucune notion d'épistémologie. Mais ça leur convient parce que tant qu'ils arrivent à vendre, ils peuvent fonctionner comme ça toute leur vie. Peu importe le prix à payer pour eux ou pour les autres. Il y a des gars, pareil, je vais pas citer de nom parce que mon but, c'est pas je m'en fous de personnaliser les choses. Au contraire, ça m'intéresse vraiment pas. Mais il y a des gars qui ont beaucoup parlé dans les médias il y a quelques années en disant tel truc, c'est mythojutsu. Mais en fait, ils n'ont pas les moyens épistémologiques de leurs remarques.
Mais c'est normal aussi, dans le sens où souvent certaines disciplines, pas toutes, mais certaines disciplines sont populaires dans des quartiers extrêmement populaires, et ce sont des gens qui n'ont pas la culture de lire des livres, et notamment des livres d'épistémologie. Ouais. On parle pas de la physiologie qu'il faut pour le brevet d'état d'éducateur sportif, tu vois, c'est quand même un autre niveau socio-culturel. Mais pour des mecs qui D'ailleurs, considèrent pas, il y a des mecs, les mecs que tu décris là, qui parlent de mythojutsu, considèrent que si en combat je casse le bras de mon adversaire, j'ai rien perdu, j'ai rien sacrifié. Donc, oui, et puis surtout, ils ne posent pas la question de quel type de combat. C'est-à-dire qu'ils se rendent pas compte qu'un combat de MMA et un combat de self-défense, c'est pas du tout le même cahier des charges. Tout est une notion de cahier des charges. On entraîne. Souvent, ils disent, il y a les gens efficaces et les gens pas efficaces. Tu vois, c'est bêtement binaire. Mais si c'est binaire. Cahier des charges, derrière, t'entends paradigme ou Non, dans quel contexte les exigences. Je développe. Mais le fait de penser les choses de façon binaire, genre mythojutsu et les autres, c'est le signe qu'ils réagissent depuis leur cerveau limbique. Et qu'ils ont toujours peur. Et qui sont toujours dans la peur, exactement. Ça rejoint ce qu'on disait effectivement en début de vidéo. Et c'est trop binaire. Le néocortex, il se branche à partir de 3 occurrences. Donc, il faut déjà comprendre qu'on ne forme pas un militaire comme on forme un garde du corps, comme on forme un civil, comme on forme un policier. Ça n'est pas le même cahier des charges. Le policier, tu dois essayer de pas esquinter la personne. Tu dois essayer de lui mettre les menottes sans l'esquinter. Ouais. Le militaire, il faut au contraire que tu accomplisses ta mission le plus vite possible. Pareil, des mecs genre Red, GIGN, tous ces mecs qui rentrent à 10 dans un appartement à 5h du matin en disant go, 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 go. Pareil, c'est encore un cahier des charges précis avec des drills précis, etc. La self-défense, c'est encore autre chose. En self-défense, tu peux te désengager. C'est une victoire si tu te désengages. Un policier, il peut pas se désengager parce qu'il est là pour faire le job. Donc, tu vois, il y a de la nuance, il y a de la complexité, et je les entends jamais, ces mecs qui disent efficace, pas efficace. Oui, mais... Je trouve que le meilleur exemple de ce que tu dis là, c'est quand je vois des vidéos de videurs qui, à 3h du mat, quand il y a un mec un peu bourré qui fait le show, traite le problème comme un militaire en intervention qui doit détruire la cible. Tu vois. Bah, ça s'appelle une faute professionnelle. En général, ça finit au tribunal, ce genre de choses. Non, mais des fois, c'est d'une violence. Tu te dis, mais attends, mais là, le mec est mort, en fait. Il était juste un peu bourré. Bon, bah, il était en tort, mais bon. Pour le métier de videur, la notion de proportionnalité va être extrêmement importante. Et le fait aussi de pouvoir se replier, parce que souvent le videur, il peut se replier à l'intérieur du bâtiment. C'est un classique, parce que très très souvent, quand les mecs sont pas très bons, et qu'ils en viennent aux mains, parce que normalement un videur professionnel, justement, idéalement, il n'en vient pas aux mains. Il y a beaucoup de psychologie aussi. Il faut préserver l'ego des gens, l'ego des gens que tu vires. Il faut anticiper. Donc ça demande aussi des facteurs psychologiques, parce que sinon les mecs ils reviennent à 15 avec des fusils à pompe, des couteaux et des hachoirs. Et il y a énormément de bagarres, c'est un classique, de mecs où ils reviennent à 15 avec des battes de baseball et où les videurs restent à l'extérieur, alors que le premier réflexe, très souvent, sauf exception évidemment, c'est de se retrancher à l'intérieur, d'appeler les flics, etc., qui eux vont avoir le matos, les tasers, les trucs pour gérer ce genre de trucs. Donc il faut savoir bien le champ de compétences, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il finit, et à un moment donné, c'est très très difficile d'être vraiment bon dans tous les secteurs. Bah, c'est même impossible, j'ai envie de te dire. Le prix est trop élevé. C'est ça, parce qu'il y a se raconter l'histoire que c'est possible d'être bon dans tous les secteurs, mais après, il y a des coûts d'entretien. Oui. Et c'est pas tout d'être bon, après, il faut continuer à maintenir. Et ça aussi, c'est quelque chose. Et plus on vieillit, plus le coût augmente. Oui, parce qu'effectivement, quand tu vieillis, pour continuer à faire à 45 ans ce que tu faisais à 30, ça te coûte 2 fois plus d'énergie. Il y a une espèce de déni de l'entropie et de la réalité des règles, des lois de la physique qui coûte cher. Et qui est classique dans ce milieu-là de mecs à grosses couilles, tu vois. Ils disent, ouais, moi je suis le dominant. Oui, mais encore faut-il continuer parce que ça te coûte de plus en plus cher. Il y avait un mec comme ça, je crois il était 4e dan de karaté, un américain, et il allait voir son prof qui était un petit japonais d'1m60 à Okinawa, 10e dan, machin. Et à un moment, il part comme ça, il passe les 2 mois d'été, comme beaucoup de profs souvent vont en Asie pendant les 2 mois d'été, quand les clubs ferment, tu vois, pour s'entraîner pour eux pendant les 2 mois d'été. Et donc, machin, il lui fait travailler plein de trucs, plein de katas, de techniques, d'armes, de machin. Et juste avant que le mec parte, le vieux maître comme ça lui fait viens, on fait combat libre. Le mec qui était une grosse masse d'1m92, tu vois, 100 kilos avec le petit japonais, machin, et il dit mais il m'a défoncé, mais je pensais pas qu'un gars aussi. Genre, je savais qu'il était bon techniquement, que je pouvais apprendre de lui, mais
mais en applicatif, il disait je me suis fait défoncer comme jamais et tout le chemin de retour en avion, je suis resté genre grosse remise en question, tu vois. Et ce qui est classique, et ça c'est bien, c'est classique dans les approches vraiment traditionnelles, d'avoir ces moments où on te brise l'ego, tu vois. C'est d'abord on te monte en compétences et après on te fait redescendre pour pas que tu finisses comme ça. Ça me fait penser un peu à l'effet de Dunning-Kruger. Oui, mais c'est ça. C'est l'effet de Dunning-Kruger. Si tu veux l'expliquer rapidement en une phrase. Non, souvent il est mal compris parce que j'ai fait une vidéo comme quoi les gens comprennent très mal l'effet de Dunning-Kruger. Mais j'entends je pense que ce que tu veux dire, c'est que les gens en gros ont tendance à surestimer leur niveau de compétence. Et à chaque fois que tu arrives à un niveau de compétence plus élevé, tu te rends compte que t'as pas grand chose en fait. En gros, les gens compétents à 3 sur 10 s'estiment à 6,5, 7 sur 10. Les gens à 6 sur 10 s'estiment à 8 ou 9 sur 10, les gens à 9 sur 10 s'estiment à 8 sur 10, en gros, à peu près. Mais en vrai, ça s'applique pas dans tous les domaines. C'est là où je dis que, vous irez voir ma vidéo sur l'effet Dunning-Kruger. Mais, et donc, juste pour finir, et ce qui était marrant, c'est qu'après, une fois rentré aux États-Unis, ou au Canada, je sais plus, le mec envoie une lettre au maître en lui disant merci, etc. C'était vraiment super. Ça m'a vraiment questionné, là, ce combat à la fin, la rousse que vous m'avez mis et tout ça. Et en fait, c'est sa femme qui a répondu et qui lui a dit... la femme du maître. Ouais, la femme du maître qui lui disait « Ah, merci, c'était super bien, etc. Bon, après, mon mari a gardé le lit pendant une semaine. » Tu vois, et c'est ça, c'est-à-dire que quand tu vieillis, en général, t'es toujours à peu près capable, mais ça te coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est un vrai cadeau, là, qu'il a fait. Ça, c'est vraiment, dans la relation maître-disciple, c'est dans la transmission traditionnelle, c'est ce qu'on appelle un cadeau. C'est un vrai cadeau, ça. C'est je te donne la possibilité de te monter et de te faire redescendre, c'est-à-dire de te permettre de mûrir dans la pratique, dans tous les paradigmes, dans tous les paramètres. Et ça va peut-être me coûter, mais je le fais au nom de la tradition. Je t'offre une prise de conscience très précieuse et je la paye le prix fort, mais... Voilà, mais comme je sais que l'art va vivre au travers de toi, parce que je t'ai reconnu comme un disciple, alors... Je fais le pas d'aller vers toi là-dessus. C'est-à-dire que tous les facteurs prennent sur eux. Le maître prend sur lui, l'élève prend sur lui, et la tradition peut ainsi vivre. Ok. Il y a un truc, moi, j'ai regardé pas mal. Dernièrement, du coup, j'ai regardé un peu des combats et je suis tombé sur des vidéos, justement, où j'ai vu ça aussi au rugby. C'est les gens ne se rappellent pas de ce qu'ils ont fait comme combat. Ne se rappellent pas du match. Il y a Chabal aussi qui parlait de ça. Il dit qu'il se rappelle d'aucun de ses matchs. Et d'aucun de ses matchs. Tu l'expliques comment, toi, ce truc-là, justement? Alors ça, tu l'expliques en neurophysiologie assez facilement. C'est des variations autour de ce qu'on appelle l'effet tunnel. Les professionnels de la self-défense connaissent bien ça. C'est quand tu te fais agresser, très très souvent en fait, ton néocortex, il se barre, il chinte. Néocortex qui est... Les lobes frontaux, la partie, on va dire, noble du cerveau, comme chez le boucher, tu vois. Parce que le stress fait que tu régresses à l'état animal, tu as que des réactions réflexes, tu ne peux pas penser, tu vois, c'est ce qui explique que des gens qui se font tirer dessus ou agresser au couteau, enfin, tu vois, avec des stress très forts, ne se souviennent même pas du visage de leur agresseur. Tu vois, la sidération est telle que le cerveau limbique ne voit que les mains, l'arme, le sang, enfin tu vois, des trucs comme ça. Il y a que de l'émotionnel et de l'instinctif, la réflexion est partie dans les choses. Exactement, et c'est aussi pour ça que tous les professionnels, typiquement, ça fait partie des drills qu'on enseigne quand on fait de la self-défense civile, c'est d'essayer de garder le néocortex actif, et un exercice de base, c'est de continuer à se rappeler où sont les sorties, par exemple. Parce que t'as plein de gens comme ça, tu vois, dans des incendies, c'est pas forcément des agressions aussi. Dans des incendies, ils paniquent et en fait, ils s'enfuient, ils rentrent ils vont plus loin dans le building. Donc, ils s'enferment parce que le néocortex est plus là. Aussi, il y avait des mecs comme ça qui étaient morts dans un cinéma parce qu'il fallait tirer. Voilà. Alors qu'ils poussaient. Ils poussaient la porte, exactement. Au Bataclan, notamment, il y avait des mecs qui ont témoigné de ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, peut-être aussi. Donc, alors, c'est pour ça qu'il y a une norme en France, une des seules normes qui a vraiment du sens. Qui fait que les portes coupe-feu, c'est forcément un truc qu'on pousse, parce que l'humain sous stress, son réflexe c'est de pousser. Exactement. J'ai une femme architecte, donc je sais ça. Non, mais c'est vrai, t'as tout à fait raison. Et voilà, donc si tu veux, alors il y a plusieurs facteurs évidemment. C'est une forme de dissociation en soi. Oui, aussi, bien sûr, tout à fait. C'est très facile en fait de se mettre dans un état de transe en fait quand t'as le stress. La peur facilite la mise sous transe. Tu parlais du Covid tout à l'heure. Bref. Donc, la peur favorise la mise sous transe. Et justement, c'est là où moi, tout mon travail d'hypnomachie, c'est j'apprends aux gens à garder
à peu près la conscience aiguë de leur système sympathique, parasympathique, de tout leur système nerveux face à des éléments stressants de ce type-là pour garder leur lucidité. Parce qu'un manipulateur, que ce soit un politicien ou un agresseur, il va tout faire pour justement nous mettre dans la peur et en zone, parce qu'on est plus facile à manipuler. La lucidité, les capacités de discernement et de raisonnement. Je veux dire, sans ça, tu n'es plus qu'une feuille morte dans le vent. Et on fait ce qu'on veut de toi. Le mode par défaut, par exemple, du cerveau, quand il est surpris, c'est la coopération. Et ça, c'est ce qu'on apprend aux escrocs. On le voit à l'aéroport à 6h du matin quand les gens sont en manque de sommeil. C'est comme ce que tu as fait avec Flavio tout à l'heure. Oui. Tu l'as pris... Il le testait pour ça, il disait j'ai du mal à dire non et il y a Artie tout de suite qui a fait est-ce que tu pourrais me filer des compléments alimentaires, genre mais direct et Flavien il a fait oui, il y a pas eu de réflexion, il y a pas eu le temps de... Le mode par défaut de l'enfant c'est de dire oui, on le voit chez les enfants, il y a plein de psys qui ont fait des expériences là-dessus, tu sais, où ils font tomber oh zut, j'ai fait tomber mes dossiers juste à côté de l'enfant, et tu sais, des enfants vraiment qui savent à peine marcher, qui sont tout mignons, tu sais, et les enfants spontanément ils viennent aider en fait, c'est vraiment le mode par défaut du cerveau. Pour dire non, pour faire poser une... ça rappelle des trucs de séminaire, ça. Mais pour dire non, ça demande un effort cognitif plus grand, plus de glucose, plus de capacité cognitive. Donc quand on est complètement effondré par le stress, la peur et la fatigue, on a moins de capacité de dire non, justement. Donc, en situation de stress à l'échelle d'une civilisation, on va forcément glisser vers un système de dictature. Oh là là. C'est vraiment une surprise. C'est vraiment une surprise. C'est vraiment inattendu. Ouais. C'est exactement ce qui se passe en même temps. Et c'était un des buts des ingénieurs sociaux avec de comment ils ont géré le Covid, etc., que de mettre les gens sous stress pour favoriser justement un certain nombre de grands changements sociétaux tels que la dématérialisation, la suppression de l'argent, etc. Ouais. Tout à fait. Basé, comme ce qu'on disait en intro, sur les injonctions contradictoires, le fait de donner une information et son contraire, de faire flipper Voilà. De pas savoir comment réagir. Les masques, c'est très compliqué. Les masques, il faut une vraie formation pour être des masques. Il faut que tout le monde mette des masques. Voilà, tout ce genre de choses. Mettez-vous mi-debout, mi-assis, mi à quatre pattes. Voilà. C'était fascinant. Voilà. Le métro, c'est plus possible. Il faut pas y aller. Mais les boîtes à partous, on peut. Enfin bon, ce genre de choses. C'était fascinant. C'est toi qui avais partagé un truc comme ça. C'est au Canada, il conseillait de mettre des masques pendant qu'ils faisaient l'amour. Oui, tout à fait. C'est très très drôle. Non, c'était des films plastiques. Tu avais des parois plastiques, tu sais, comme ça. Oui, bien sûr. Et il y avait des dispositifs même pour les maisons closes en Suisse. Où tu vois enfin, je peux pas le décrire. Faites des recherches, mais c'est étonnant comment on peut mettre du plastique partout. Enfin, d'accord. Il fallait être motivé, hein. Mon Dieu, hein, c'est. Ah, mais on a vécu un grand moment. Sans même parler de prostituée, même pour faire l'amour avec ta femme avec ce genre de dispositif. Et Mémé, elle mangera la bûche à la cuisine. Voilà. Alors que maintenant, on va pouvoir l'assassiner. Et tout. Oui. Non, mais c'est une double pensée, justement, qui crée une fatigue. Parce que ce qu'il faut savoir, moi, je travaille beaucoup avec des systèmes de ce que j'appelle de niveau de réalité. En dessous d'un certain niveau de réalité, on ne sait pas penser en N dimensions. On pense en une seule dimension. Et donc, ça veut dire, tant qu'on n'est pas à ce niveau-là de développement cognitif, où il y a très peu de gens qui arrivent, moins de 10% de la population est capable de penser en N dimensions, tant que c'est pas le cas, ça veut dire que toute injonction d'apparence contradictoire va mettre le cerveau en surchauffe, en panique. Et donc va rendre les gens très faciles à manipuler. J'ai quelqu'un... C'est ce que font même les mecs dans la rue qui te vont te piquer les trucs pour te montrer et tout, les tours de magie. Ils vont te surcharger. Tout à fait. Ils vont te toucher le bras en même temps qu'ils font autre chose et tout ça machin, et tu surcharges le système nerveux, il coupe plus, et donc il n'y a plus que... Le néocortex, c'est plus là, quoi. Tout à fait. C'est ce que font aussi les industriels en passant de la musique dans les magasins. C'est la même idée. C'est de mettre en surcharge pour rendre les gens cons et donc manipulables. Ouais. Donc, finalement, on pourrait se dire que le fait que plus de gens se mettent aux arts martiaux, ça a du bon, ça va rendre les gens plus maîtres d'eux-mêmes, moins coupés d'eux-mêmes, etc. Mais c'est uniquement vrai si c'est bien fait. Et dans la majorité des cas, ça n'est pas bien fait. Ouais, c'est ça. Je veux dire, dans 95% des cas, on va se contenter de faire un échauffement rapide, de taper un peu dans un sac, faire 2-3 techniques théoriques. Au mieux, ça sert de défouloir. Oui, c'est ça. Il ne faut rien attendre d'élevé d'une telle pratique mainstreamisée. Donc, ça peut permettre d'amener une civilisation entière encore plus loin dans la domestication, puisqu'ils ont une soupape de sécurité supplémentaire. Je pense. Moi, c'est vraiment un sujet que j'ai bossé et tout ça. Et je me disais que c'était inquiétant notre capacité justement à manipuler
de plus en plus. Et finalement, même si tu connais, tu te fais quand même, au bout d'un moment, tu te fais surcharger ton système nerveux, tu as des chances de lâcher. Et on est devenu super fort pour aller jouer sur le fil et en même temps te ramener, c'est-à-dire toujours aller plus loin, mais tout en te maintenant parce qu'on sait comment fonctionne le cerveau et donc aller toujours plus loin. Il y a pas de limite à ça. Il y a vraiment un truc. Un bon manipulateur sait mettre le cerveau de sa proie ou de ses proies, puisque maintenant c'est industrialisé la manipulation des gens, à l'échelle, à scale, de les maintenir sous une tension permanente. C'est classique dans tout ce qui est conduite sectaire, par exemple. C'est pour ça qu'il y a des jeunes, des rituels qui peuvent être très pénibles physiquement, où les mecs ont mal dormi, ils font 10 000 génuflexions, enfin tu vois, tout ce genre de trucs. Ça te maintient dans un niveau de tension permanent. Et comme le cortisol... sur l'armée. Oui, à l'armée aussi, mais bien sûr. C'est le même principe. Ce sont les mêmes techniques, il faut être clair. C'est les mêmes techniques d'endoctrinement sectaire. Mais le cortisol inhibe aussi le néocortex. Bah oui, pour des raisons purement évolutionnistes. Voilà. Ouais. Si t'es en permanence en danger, à quoi bon se dépenser de l'énergie pour des choses qui sont pas directement utiles à ta survie? Voilà. Notre biologie joue contre nous dans ce contexte. Il y a une vidéo, nous, il y a une question plutôt qu'on pose souvent, c'est la boîte à complot. On pose souvent, c'est le deuxième, donc... Et en gros, on ne demande pas de justifier, c'est-à-dire on s'en fout de ce qu'il y a derrière. C'est purement, ça peut être purement émotionnel. Allez, vas-y. C'est en gros, toi, quel est selon toi le plus gros, le truc qui serait catégorisé par le commun dans les arts martiaux comme étant du complot, alors que pour toi derrière il y a tu vois, intuitivement ou émotionnellement, tu te dirais, il y a peut-être quelque chose, et dans quelques années, on se dira qu'il y a vraiment quelque chose à cet endroit-là. Dans les arts martiaux, la question est bien posée. Dans les arts martiaux, ou si tu trouves pas là-dedans, ça peut être dans le fait qu'on mette beaucoup en avant les arts martiaux, ou... Cette question, c'est pour montrer que l'émotionnel a le droit de vivre. Ouais, bien sûr. Voilà, on a le droit de le garder au-delà de la réflexion, et puis c'est pas grave, chacun l'a. Donc, pardon, juste pour être sûr, tu me demandes quelque chose qui est considéré de façon mainstream comme une mystification ou une connerie. Pour l'instant, et où à mon avis, il y a vraiment quelque chose derrière, c'est ça ? J'ai tellement d'exemples. Vas-y. J'en ai plein, j'en ai pas qu'un seul, j'en ai plein. Non, mais parce que en réalité, tout ce qui est de niveau un peu avancé semble irréaliste aux yeux du profane. C'est normal, parce qu'en fait, la réalité est toujours l'inverse de la vision mainstream, quasiment. Ça c'est les soufis qui disent ça. Ils appellent ça l'homme renversé. Donc, tiens, je vais prendre un exemple simple où j'ai fait pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir. Moi, j'ai fait une vidéo entière là-dessus. Okay. J'ai fait une vidéo entière sur ce qu'on appelle le non-contact. Ouais. Je sais pas si vous voyez, le non-contact. Il y a Internet qui est plein de gens. Tu vois, ils font des passes magnétiques. Les gars, ils attaquent, ils font ils se jettent comme ça. Et en gros, il se passe rien, tu le touches pas. Tu le touches pas. Principe du non-contact. Le principe du non-contact, c'est qu'il n'y a pas de contact. Mais c'est le chi, enfin. Voilà. Et donc, les mecs se jettent comme ça, et donc ils sont la risée de tous les mecs qui font du contact. Ouais. Que ce soit les lutteurs, les judokas, les boxeurs, etc., les mecs du Kyokushinkai. Ils regardent ça, ils font, mais c'est quoi ces mecs qui relèvent de l'asile ? Et ils ont raison, dans 90% des cas. C'est vrai que dans 90% des cas, ça relève de la psychiatrie lourde. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais là encore, on en revient au fait de traiter l'information de façon limbique, grossière et binaire. Ils disent c'est n'importe quoi ou c'est valable. Oui, j'ai tout. Et voilà. Et moi, dans cette vidéo, je décris... En fait, je dis, non les gars, vous faites une erreur d'épistémologie. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que vous amalgamez... en fait, le non-contact, il n'y a pas un non-contact, il y a plusieurs non-contacts. Et donc, je différencie, je crois que je fais 13 catégories différentes du non-contact. Et je dis, est-ce qu'il y en a où les mecs sont complètement tarés ? Oui. Oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que ça, mais il n'y a pas que ça. Et il y a du non-contact qui est carrément valable en situation d'opposition, au chaos, avec des armes, enfin bref, en situation dure. Il y a du non-contact qui marche. Il y a du non-contact qui est border. Il y a du non-contact qui relève effectivement de graves problèmes psychologiques ou psychanalytiques. Et c'est là où ça peut être bien, là encore, d'amener un petit peu de nuance. Voilà. Parce que moi, je me suis déjà fait projeter par du non-contact, alors que je peux vous dire que j'avais qu'une seule envie, c'était de sécher le mec d'en face. Et là, j'ai regardé, j'ai fait, attends, qu'est-ce qui vient de se passer là ?
Et voilà. Mais là encore, il y a peu de gens qui sont capables de faire vivre ça. C'est un truc qu'il faut expérimenter pour le croire aussi, ça. Parce que... c'est normal d'avoir besoin de preuves. C'est tout à fait sain. Ça me semble sain d'avoir envie de tester ça, et c'est très bien. Mais dans les arts de combat, mais comme dans tous les domaines, j'ai envie de dire, plus on creuse et plus on va vers l'aspect Ura. Les Japonais disent Omote Ura. Omote, c'est ce qui est apparent, mainstream. Ura, c'est ce qui est caché, etc. Plus on va dans le Ura, plus il y a des trucs. Par définition, quand on en parle au grand public, on se fait prendre pour un taré. C'est normal. Mais c'est pour ça que ça n'est amené à tel ou tel niveau. Les points vitaux, c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple. On peut vraiment faire des trucs assez étranges. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui relèvent de l'hypnose, de la complaisance, de l'hypnose de spectacle, voilà, et d'une forme d'hystérie consentie? Évidemment. Et le web en est plein. Donc là encore, il faut faire preuve de nuance et d'intelligence là-dessus. Mais ne pas jeter bébé avec l'eau du bain. C'est tellement facile de jeter bébé avec l'eau du bain. C'est une perte d'information. C'est une façon de se protéger. Oui, c'est une façon de ne pas dépenser trop de glucose. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas voir ces trucs-là trop tôt. Tu vois, sinon t'es pas prêt à les voir. Non, de toute façon, si t'es vraiment pas prêt à les voir, tu les verras pas. Donc. Oui, c'est pour ça qu'en général, ce genre de truc, en moyenne, je sais pas, je dis pas des chiffres pour dire c'est comme ça que ça doit être, mais en moyenne, en dessous de 20-25 ans de pratique, je pense que c'est pas la peine. Et ça tombe bien, c'est d'ailleurs à peu près à ce moment-là que la tradition vous dit, tiens, on va te montrer ça. Donc un niveau 4e, 5e, 6e dan. C'est bien. Mais il n'y a pas de règle. Il y a des gens, au bout de 10 ans, ils pourront, parce qu'ils ont une maturité intérieure, ils ont un truc. Bon, ils ont lâché la peur plus vite que d'autres. Voilà, il n'y a pas de règle. Et c'est là où on peut aussi appliquer un peu d'épistémologie scientifique en se disant, l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence, et puis attendre de voir, de trouver quoi. De trouver s'il y a ou... Voilà. Mais et là encore, c'est tout à fait légitime de tester. C'est normal. Un jour, justement, le vieux monsieur auprès de qui je vais me former, il y a très longtemps, j'avais peut-être 28 ou 30 ans. J'étais une bonne brutasse, un bon ouvrier spécialisé, comme on dit. J'avais 28-30 ans, très bagarreur, très bagarreur. Et on était assis en seiza face à face, comme ça, et il y avait un bâton d'1m80, un beau entre nous sur le côté. Et il me dit, attrape le beau et attaque-moi. Moi, j'y vais à vitesse de combat, j'attrape le beau pour le machin. Et lui a saisi le bâton à l'autre extrémité, donc avec 1m80 de distance. Il a juste fait pouc, mais il a fait pouc d'une certaine façon. Il m'a projeté et il m'a forcé à faire une chute complète, alors que je ne voulais pas la faire. Et je suis resté, je me suis relevé, j'ai fait, attends, il a fait quoi le vieux là? Qu'est-ce qu'il a fait le vieux? Et il y a 5 ans ou 4 ans, je suis avec un ami instructeur de Systema et je lui dis attrape le bâton, voir, clac, et je l'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait, mais le temps a passé, la maturité est arrivée, voilà. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça marche à tous les coups, mais tout comme un Ippon Seoinage marche pas à tous les coups. Mais ça se fait, et ça se fait en situation d'opposition, il y a pas de problème avec ça. Quand tu parlais d'énergie à dépenser pour ça, et puis il faut pas être trop stressé aussi, parce que l'énergie que tu as à dépenser est corrélée peut-être au niveau de stress, inversement corrélée. Inversement, du coup, rien ne marche à tous les coups. Est-ce que selon toi, il y a une corrélation entre, je me demandais ça, entre le niveau de stress et une sensibilité émotionnelle? C'est-à-dire justement le fait d'avoir cette sensibilité qui va faire que ton environnement va plus te stresser ou quoi? Est-ce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le stress entraîne la sécrétion de cortisol, et le cortisol inhibe le néocortex. Donc fait que les structures limbiques vont prendre plus de place. Et donc vont prendre plus de place, et donc ça va provoquer quoi? Plus de vigilance, plus de réactivité? Ça, après, ça dépend, parce que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Et puis, il y a plusieurs types de stress aussi. Donc, ça c'est à voir au cas par cas. Mais l'amygdale va se réactiver, etc. Et donc, là encore, il y a plein de boucles de rétroaction complexes. Parce que quand l'amygdale se réactive, le néocortex aussi est inhibé également. Mais bon, on pourrait croire que je paraphrase toujours les mêmes choses. Mais en fait, non, c'est différentes boucles après au niveau neurobio. Et inversement, est-ce que on peut, comme on pourrait couper le néocortex, enfin, on le fait pas exprès, mais on le coupe à cause du stress et de la surcharge, est-ce qu'on pourrait aussi couper les autres zones, par exemple l'émotionnel et tout ça, le limbique, bien sûr, en maintenant par exemple le néocortex? Mais bien sûr. Donc peut-être j'avais vu ça chez les populations qui sont touchées par l'autisme ou ce genre de truc. Il y avait une hypothèse, c'était le surplus d'émotionnel, en fait, c'était pas une sous-émotionnalité, mais un surplus d'émotionnel. Tout à fait, c'est parce qu'ils savent pas gérer, en fait. Et du coup, ils vont couper
l'émotionnel et maintenir potentiellement uniquement le néocortex. Oui, c'est une question de survie en fait. Ouais. Oui, parce que si on va sur le trouble du spectre autistique, etc. Oui, c'est parce qu'en fait, si tu te mets vraiment dans la peau d'un autiste, en fait, un autiste, il est hyper rationnel et il arrive dans un monde où il y a des conventions, où il y a on quitte un peu les sports de combat, mais où il y a des conventions. Il y a des conventions partout. Non, mais tu vois, c'est pourquoi est-ce qu'on se serre la main pour se dire bonjour? Pourquoi on se fait 2 bises, 3 bises? Pourquoi dans telle région c'est 4 bises? Pourquoi on commence par la joue gauche, par la joue droite? Tu vois, l'autiste, il veut des réponses à ça. Ouais. Et la plupart des gens disent, bah c'est comme ça. Ouais. Et ça le rend suffit pas. ouf, Ouais. parce qu'il se dit, mais Faut ça n'a qu'il y ait- aucun sens. Ouais. Et comme ça n'a aucun sens, Pourquoi parce que on le à fait la limite, ça n'a aucun sens. Ok, mais pourquoi on m'emmerde si je fais pas un truc qui a pas de sens? Du coup, Ouais. tu vois, donc il a besoin lui d'une hyper et ça crée des émotions tellement vives de détresse, d'absurdité, etc. Qui doit se protéger de cette intensité émotionnelle. Alors que quand vraiment on accueille ça, quand vraiment on travaille avec ce genre de population et qu'on arrive à créer vraiment un espace de confiance réelle où ils sentent qu'ils peuvent être vraiment eux-mêmes et dire cette absurdité, cette révolte, cette injustice, etc. Enfin, tout dépend après des gens, mais on est sur ce spectre-là la plupart du temps. Alors, autre chose peut prendre le relais. Et ce qui est marrant en plus, c'est que il y a des raisons à toutes ces choses-là. Pourquoi on fait 2 bises, 3 bises, 4 bises? Pourquoi on fait par exemple, vous regarderez, mais l'émi-visage que vous mettez en premier pour faire la bise avec les gens n'est pas le même selon votre niveau de proximité émotionnelle. Ça, c'est des petits trucs de non-verbal. J'avais pas fait gaffe. Bah oui, évidemment, parce que personne fait gaffe à ça, parce que c'est subconscient. Ouais. Mais voilà. Moi, Bon. j'ai l'impression de faire toujours la bise de droite vers la gauche. Alors, et, mais et ça ça me perturbe justement quand on vient faire l'inverse. Moi aussi, pareil. Et voilà, ben oui, mais sauf que vous allez vous rendre compte que dans certains cas très spécifiques, on fait l'inverse. Et je dis, pourquoi, chers auditeurs? Je vais pas vous donner la réponse, je vais vous laisser chercher. Et voilà, mais parce que c'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Le côté du cœur, on est plus vulnérable d'un côté. Non, mais bien essayé. Ok. Mais bien essayé. Ouais, c'est le premier truc qui me vient. Les zones du cerveau. Enfin, Ok. je te dis non, c'est pas pour ça, mais symboliquement oui. C'est-à-dire que en fait, ta réponse, c'est comme quelqu'un qui me ferait de la langue des oiseaux, tu vois, et où on lui dirait oh, mais il a quand même raison, tu vois. Donc, Ou alors, c'est pas un délire de si je mets au contact la joue droite en premier, elle est connectée au cerveau gauche, du coup, je suis plus dans l'émotionnel, la proximité. Voilà, on est plutôt par là. On va aller par là. Bon, bref. Ok. En sachant que même ce paradigme, il peut être discuté. Bon, Ouais, on va pas rentrer, on va rester sur un truc accessible à tous, parce que si on rentre dans de la neuroscience hardcore, on va perdre une partie du public. Franck Ramus qui parlait de ça hier, j'ai regardé un truc là-dessus. Il aime bien essayer de dégommer les mythes sur les neurosciences, ce genre de trucs. Ah oui, sans se rendre compte que lui-même adhère à énormément de mythes qu'il ne reconnaît pas comme tels. Donc pour moi, on est encore dans un conflit mimétique, mais bon, bref. Quand je commençais à m'intéresser aux neurosciences, je commençais par lui et puis j'ai vu vite qu'il y avait le double, vraiment un double truc, quoi. Je pense que c'est un très bon universitaire. Ouais. Avec tout ce que ça implique. Il a une rigueur, un truc. Avec tout ce que ça implique dans les deux sens. Ouais. Tout ce que tu perds et tout ce que tu as à y gagner. Exactement. Ouais, bien sûr. Non, mais il y a une question que tu n'as pas posée et qui m'intrigue, moi, c'est la question de. C'est quand le moment dans ta vie, dans ta pratique des arts de combat, ou même de manière générale, le moment où tu as ressenti un pic de stress tellement élevé que tu as cru que tu allais y rester? Oh, il y en a eu un paquet, hein. Oh, punaise. Et il en a fallu combien avant de se dire je vais peut-être y passer, il va falloir que j'arrête. Est-ce qu'il y en a eu hors du cadre de la pratique des arts martiaux et est-ce qu'il y en a eu dans le cadre de la pratique? Alors, déjà là, je sais que j'ai tellement d'images que je sais que je vais en oublier. T'en as peut-être oublié certains, tout comme Chabat a oublié ses matchs. Voilà. Non, mais je pourrais, parce que là, tu me prends de court avec la question. Tu vois, si je l'avais préparé, je pourrais vraiment. Il y en a eu plein. Déjà, pendant des années, dans ma pratique des vieilles écoles japonaises, à un moment, quand j'avais passé ma ceinture noire, je commençais à faire assistant de mon prof pour les démos. Et les techniques des vieilles écoles japonaises sont tellement sales. Non, mais vraiment. Oui, la guerre était vraiment. C'est des trucs de champ de bataille. Putain, tu découpes le mec en deux, et de champ de bataille sans armes à feu ou avec des armes à feu rudimentaires. Donc on est avec des tu vois, c'est le corps à corps au sens tu vois. Quoi. Et puis c'est des traditions. Nous on travaillait 9 écoles différentes avec ce prof là. T'as certaines les plus anciennes, elles remontent jusqu'à 1200 après Jésus-Christ. Donc
ça fait 800 ans dans l'art d'estropier son voisin, tu vois. T'as le temps d'en apprendre des choses. Donc les gars, ils ont des manières de te placer le corps pour créer des douleurs, des impossibilités de bouger, des trucs qui sont d'un niveau de vis incroyable. Et à cette époque-là, mon prof, il essayait de me transmettre des trucs par le corps, pas que par la parole. Il y a des choses qui ne se transmettent que par le corps. Bien sûr. Et où quand tu le transmets par la parole, c'est pauvre. Il y a un reste à dire, comme dirait Lacan. Justement, Mais moi, je dis souvent, je sais pas si c'est valide, mais enfin, je le ressens comme ça. C'est pour vraiment incarner quelque chose, j'ai besoin de le faire passer soit par le côté instinctif, le corps, soit par l'émotionnel. Oui, bien sûr. Et en fait, sinon, la tête, au bout d'un moment, tu plafonnes, quoi. Il y a un truc où... Et puis surtout pour les arts de combat et de survie. Je veux dire, par définition, le langage, c'est nul, quoi. Ouais. Tu vois, c'est une sphère. Donc, il essaie de me faire passer ça comme ça. Et toutes les semaines, à chaque fois que je passais entre ses mains, peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, au moins 1 à 2 fois par semaine, pendant quelques années, à chaque fois, je ressortais, machin, il me faisait le truc, machin, puis après, à chaque fois, j'avais mon cerveau, je me disais, putain, il va me planter. Genre, il va me planter la tête, il va me planter l'épaule, il va me, tu sais, je vais me retrouver avec la clavicule dans le genou, tu vois, etc. Et c'est que des manières d'amener qui sont très violentes. Et à chaque fois, parce qu'il avait confiance que quand j'étais plus jeune, là, j'ai pris un peu de poids, malheureusement, donc ça, je suis moins bon là-dedans, mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais à 68-70 kilos, j'étais un très, très bon shooter. Je faisais vraiment on me projetait genre judo, je pouvais faire des saltos, retomber sur mes pieds, etc. Tu vois, je pouvais retomber sur mes pieds dans n'importe quelle situation. Il pouvait y aller, il n'y avait pas trop de et voilà. Et il le sentait, il avait bien confiance en moi là-dessus. Donc, il faisait des angles et une seconde, une demi-seconde avant, il me relâchait la prise. Et il savait que j'allais me dire maintenant et que j'allais faire une espèce de truc acrobatique et il avait confiance en moi. Donc plein de fois j'étais là et je me relevais du truc avec et ça c'est mon vieux maître, il disait c'est un signe qui trompe pas, avec la chair de poule. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que mon cerveau n'avait pas fait la différence entre l'entraînement et le réel à ce moment-là. Et ça c'est un truc que tu peux pas faker. Non. Tu vois, et ça veut dire qu'il m'a donné des sensations directement dans le, tu vois, vraiment dans le bulbe, quoi. Et bah, c'est la transmission traditionnelle de ce genre de choses. Et je peux te dire que je me suis vu en fauteuil roulant plusieurs fois, dans ce genre de pratique. Et Tu voilà. t'es déjà pété un truc en entraînement? Je crois que oui. Largement plus d'un, oui. Plus en entraînement qu'en combat. Ah oui. Ah non, en combat, ça va toujours. Ah non, en combat, c'est mais je crois que je me suis jamais cassé un truc en combat. C'est l'ironie du truc, quoi. Enfin, peut-être, je sais pas, il faudrait que je me pose avec un papier et un crayon, que je fasse une liste, mais non, je crois que jamais. Et du coup, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a eu un moment, à part à l'île Maurice avec les chiens enragés? C'est vrai que nous, on est partis en vacances à l'île Maurice, on s'est retrouvés face à un troupeau de chiens enragés. Il avait son couteau. Mais c'était bien, j'ai bien géré comme il fallait. J'étais content. L'entraînement a bien porté ses fruits. C'était justement, le système était resté calme. Moi, je m'étais déjà entraîné un peu contre des chiens. J'avais quand même une petite expérience. Il se trouve que j'avais pris un couteau ce soir-là parce qu'on savait qu'on allait rentrer de nuit très tard dans un pays où c'est pas sur quoi on peut tomber. Tu vois, c'est le tiers-monde, le truc. Machin, donc couteau déployé mais à but défensif, pas pour attaquer les chiens mais pour que si un chien saute il s'empale dessus, tu vois, et que ça comme une corne en fait, tu vois, comme une arme naturelle, défensif là-dessus, etc. Savoir se déplacer fluidement, sans à-coups, sans créer de tension, parce que les animaux, plus t'as de tension, plus ça les énerve. Donc justement le fait avec la respiration pour affecter aussi leur propre système, les faire redescendre. Les animaux et les humains d'ailleurs. C'est la même chose. Avoir des bases d'éthologie canine aussi, etc. Identifier le chef de meute, savoir se placer stratégiquement face à une meute de chiens. Enfin, tout ça, c'est des trucs que j'avais drillés. Bah, j'étais ravi de faire ça. Et donc, effectivement, toi, tu étais là. Et les chiens se sont calmés naturellement. Tu t'es pas fait. On s'est barré surtout. Bon, on a continué notre route très tranquillement, mais ils se sont pas montrés trop. Voilà. Se barrer sans devenir une proie. C'est ça le. Exactement. Vois, sans prêter le flanc, comme on dit. Il m'est arrivé la même chose en Thaïlande il y a 1 an. J'étais au téléphone, il y avait un chien qui était un mâle qui avait l'air plutôt très énervé et j'étais pas très détendu et il l'a senti et il s'est montré très agressif. Et j'avais pas de couteau. J'ai pris un bon coup de pression.
D'ailleurs, moi, sur une de mes vidéos de ma chaîne que j'avais tournée à l'île Maurice quand on y était, j'étais tout seul sur la plage et je tournais une vidéo comme ça et je suis retombé sur d'autres chiens. Alors, c'était beaucoup moins, franchement, c'était pas de nuit. Non, puis c'était pas, ça va. Franchement, ça va. Bon. J'ai juste eu un petit coup de machin, un petit coup d'adrénaline, mais ça allait. Mais c'était juste 4 chiens qui étaient pas en laisse et qui me disaient genre, n'avance pas plus, tu vas arriver sur notre territoire. Je les ai regardés, je fais OK. Mais c'était pas, ça va, c'était pas c'était pas ce qu'on a vécu tous les deux qui était d'un autre niveau. Ouais. Mais c'est marrant parce que sur la vidéo, on me voit qui est là, qui dit oui, blablabla. C'est marrant. Et là, tu comprends pourquoi des gens qui sont issus de sociocultures de pays moins développés que la France ont pas du tout le même rapport aux chiens que nous, on peut avoir. Bien sûr. Par défaut, ils ont peur. Il y a un truc que je me demande là, c'est si toi, tu as réussi à apaiser un truc, entre le moment où, avant, justement, tu avais peut-être une espèce d'agressivité, un truc où tu avais testé face au monde et tout ça, est-ce que tu as vu une diminution, par exemple, je sais pas si tu t'es déjà fait agresser dans la rue ou ce genre de truc, de la provocation de ces situations par rapport à ton changement, ton état d'être? Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où tu es plus calme, du coup tu provoques moins chez l'autre, avec ce truc qui va... moi, je parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps, il me dit j'étais à Paris, je me suis fait agresser 4 fois en 2 mois, tu vois. J'étais là, bon, je veux bien, c'est quand même... Mais là, il y a un pattern, quoi, il y a un truc... C'est là où ça rejoint ce que je disais sur une formation bien faite. Ouais. Tu vois, et de passer cette première étape où on est motivé par la peur. Et puis justement, lui, aller dans les arts martiaux, dans les arts de combat ou ce genre de truc, donc... Justement, parce que tu renvoies en fait un signal à l'inconscient de l'autre que tu es OK pour jouer la pièce de théâtre de on va se battre. Ouais. Et ça, effectivement, il faut faire un travail spécifique avec des exercices spécifiques sur ce genre de sujet. Je vais te citer un professeur de Systéma qui est un Allemand qui forme la police allemande et qui disait mais moi, les gars, je me suis jamais battu de toute ma vie. Hein. Je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 60, un truc comme ça. Donc là, il est à la retraite ou tu vois. Et les gars, moi, je me suis jamais battu de toute ma vie. Enfin, si, dans le service, parce qu'il est policier. Donc des fois, on a eu à maîtriser un ivrogne dans le cadre de notre, mais pas en dehors. Ouais. Et il disait, si vous vous battez en dehors, c'est qu'il y a un truc qui est pas à sa place, les gars. Et je pense qu'il a parfaitement raison. Alors c'est à pondérer parce qu'il y a certains types psychologiques de gens qui ont plus tendance à bon, enfin, ceux-là, de toute façon, ils se battront, quoi qu'on fasse. Donc, le mieux, c'est qu'on peut essayer de les préparer, de leur apprendre quelques bases de communication non violente, etc. Mais même comme ça, on sait qu'un jour, ils sortiront de leur voiture. Ah, tu m'as fait une queue de poisson, bam, bon. C'est comme ça, mais voilà. Mais après, c'est une question de discernement. Genre, c'est pas pareil, tu vois. J'ai une petite baston sur une aire d'autoroute entre automobilistes, tant qu'il n'y a pas de pied de biche ou d'armes et que les deux sont d'accord pour voir qui est la plus grosse. C'est pas très intelligent. Mais si les deux sont d'accord, ça reste 2 adultes qui se retrouvent pour faire un truc un peu bête. Bon, bah voilà. C'est aussi 2 enfants qui jouent. Oui, non mais il y a de ça. Non mais il y a de ça complètement. Donc voilà, il faut bien faire la différence entre ce genre d'altercation bénigne et puis des trucs où ta vie peut vraiment être en danger, tu peux avoir des séquelles graves, etc. C'est pas le même genre de choses. C'est pas les mêmes zones du cerveau d'ailleurs qui sont activées dans ce genre de choses-là. Donc on peut exceller à l'un et être très mauvais à l'autre. Ce que ne comprennent pas les gens qui ont une vision trop binaire justement des arts de combat et qui sont ça marche pas. C'est vraiment stupide. Pardon, hein. Je veux pas être insultant pour ces gens, mais c'est. Non, tu n'as cité personne. Donc limite. Mais c'est de la. En plus, quand je dis c'est vraiment stupide, moi-même je suis stupide en disant ça, dans le sens où la plupart du temps c'est qu'on leur a pas appris, on les a pas élevés, on les a pas éduqués, ils ont pas les informations. C'est de l'ignorance. Tu vois. Oui, mais je tombe là dans le biais un peu facile d'attribuer un comportement à la personne et d'essentialiser, alors que c'est l'environnement et l'éducation qui n'a pas fait ça. Mais à culpa, voilà. Enfin, vous voyez bien, là j'ai parlé spontanément. Je ne suis pas dupe de mon propre limbisme et pour autant, bon bah voilà, si je réfléchis pas, je vais dire c'est stupide. Alors qu'en vrai, voilà. Voilà. Ok. Et donc, toi, objectivement, t'as vu d'un point de vue purement empiriste, t'as vu cette différence chez toi ou t'avais un Bien truc... sûr. Non, mais complètement. Okay. Complètement. Moi, j'étais un petit bagarreur quand j'étais plus jeune. Et à un moment donné, j'ai fait ce travail-là et à partir après... Après, ça peut être aussi un bon indicateur du coup d'un travail bien fait à ce niveau-là. Mais bien sûr, on voit l'arbre à ses fruits. Hein. Donc, bien sûr. Okay. Et moi, et puis plein d'autres gens que je connais aussi et que j'ai formés, que j'ai accompagnés. Je me souviendrai, à une époque, j'avais un petit couple qui était venu prendre des cours avec moi. Ils étaient venus s'entraîner et ils travaillaient à la BAC.
Ouais, ok. C'était un petit couple de la BAC, très sympa. Hein, peut-être qu'ils se reconnaîtront s'ils tombent sur le podcast par hasard. Et vraiment très très sympa. Ils étaient jeunes, hein, ils avaient, je sais pas, peut-être 27, 28, quoi. Un jeune couple, un jeune petit couple, vous voyez. Et donc, je voyais bien qu'un coup, c'était l'un qui était de nuit, l'autre, c'était l'autre. Tu vois, ils faisaient un peu les 3-8, etc. Parce que la BAC, c'est souvent des horaires comme ça. Et ils commencent à s'entraîner. Donc, eux, ils avaient une formation de base, self-défense police et boxe taille. C'était un peu ça, leur formation de base. Et moi, j'ai commencé à les faire travailler des drills spécifiques de systéma qu'on fait pour les forces de l'ordre, police, etc. Et à un moment donné, ils m'ont dit c'est super hein, ce qu'on fait avec toi, vraiment. Ils disaient c'est intelligent, je sens que c'est un condensé de ce dont on a besoin sur le terrain, c'est-à-dire que c'est très réaliste. Très applicable. Très applicable, et surtout, ça correspond à des besoins qu'on a et où aucun de nos formateurs nous avait apporté des réponses et des protocoles et des stratégies conformément à ces besoins. Donc j'ai fait super. Mais le problème, c'est que ça nous ramène à nous-mêmes. Enfin, il l'a pas dit comme ça, hein, là je paraphrase, mais ça nous ramène à nous-mêmes. Et si on continue à aller dans cette introspection, on va changer de métier. On va changer de métier. Bah oui. Parce qu'on pourra plus mettre des coups de matraque. Ouais. Non, mais elle est géniale cette anecdote. En fait, cet art de combat nous ramène tellement à notre humanité qu'en fait, on peut plus se comporter avec l'autre comme si c'était pas un humain. C'est comme les gens souvent qui veulent faire des séances pour se faire accompagner ou ce genre de truc, ils vont avoir ce truc, cette peur du regain de liberté. Tout à fait. Parce qu'il va y avoir le choix. Tout à fait. Et face au choix, ça implique potentiellement de se séparer d'une relation, d'une relation de couple, de travail, de n'importe quoi. Donc il y a ce truc de ah non, mais je suis bien avec mes conditionnements en fait. Du moment où je suis esclave de moi-même, je peux rester dans le clou de... En systéma, c'est le seul rituel qu'on a. On n'a pas de ceinture, pas de grade, pas de... Tu vois, tout l'aspect ritualisé est réduit au strict minimum. Ouais. Mais il y a un seul rituel qu'on a en systéma, c'est à la fin de chaque cours, on fait un cercle. Et où de toute façon, on a déjà pratiqué un peu ensemble, mais où on dit qu'est-ce qu'on a appris pendant la séance, qu'est-ce qui était dur pour nous, qu'est-ce qui était cool. Enfin bref, on fait un retour tout simplement émotionnel, subjectif, assumé sur la séance. Et il y a tellement longtemps, 15 ans de ça environ, j'étais allé exporter le systéma à Tours, et j'avais fait un stage d'initiation comme ça au systéma à Tours. Et il y avait 2 gars qui étaient venus du Penchak Silat, très sympa et tout, le stage se passe super bien, et à la fin dans le cercle, ils m'ont fait un retour, je les oublierai jamais, je les salue s'ils regardent ce podcast. Ils m'ont dit c'était super, très intéressant, c'est same but different par rapport à ce qu'on fait, tu vois, c'est juste suffisamment proche pour pas être perdu, mais avec ce truc qui déboussole, et c'est bien, c'est ce qu'on attend d'un stage de découverte d'une discipline qu'on connaît pas. Et ils m'ont dit c'est super, mais ça me laisse trop libre. Ah putain. Ouais. J'ai fait. Tu l'avais pas. Je l'attendais pas celle-là, tu vois. J'ai fait trop libre. Mais bien sûr, mais la liberté, ça fait flipper. Ouais, avec le recul et les années, j'ai compris évidemment. Mais bon, ok, voilà. Ok. Parce que la liberté, c'est la responsabilité. En fait, c'est ça le sous-texte. Le sous-texte, c'est ça. Comme c'est pour ça dirait une bonne partie de la population préfère avoir un père hypnotique, un père des hommes politiques, l'État etc. ou ce genre de truc, l'État, le prochain président qui va te sauver ou ce genre de truc quoi. Non mais c'est ça. Et comme dirait Marlène Schiappa qui cite Spider-Man, des grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Donc oui. Oui, et puis être trop libre, c'est trop coûteux en énergie. Oui. Donc les lois de la physique, les lois de la thermodynamique jouent contre nous. Oui, parfaitement. Jouent pour l'esclavagisme sous toutes ses formes. Ouais. Ça coûte de repenser chaque chose que tu fais, de se dire quelle éthique derrière j'ai, et pas quelle morale du coup. Et c'est là où tu as des liens entre justement le quotient intellectuel et la propension à la liberté individuelle. Ce qui est normal, parce que quand tu as un haut quotient intellectuel, ce qui demande beaucoup de glucose à certaines personnes, t'en demande moins. Donc, tu as plus d'énergie disponible. Donc, tu te dis, je peux prendre plus de responsabilités. Et c'est pas dû, je pense, au quotient intellectuel dans le sens, si la moyenne augmentait, celui qui aurait 130, par exemple, et que la moyenne était à 160, mettons, je dis une bêtise, mais il y aurait cette difficulté à remettre en question potentiellement d'autres mythes hypnotiques plus complexes.
Et donc vraiment ce truc de bon bah du coup je peux pas remettre en question et j'ai pas de liberté. Je sais pas si vous voyez le la tableau. société se complexifie au même titre que le QI moyen augmente. Voilà, c'est Voilà, ça, ce qui n'est pas garanti. parce qu'à mon avis, c'est pas le cas. Je pense que Ok. si le QI moyen va vraiment monter, On va vite machin, réduire en complexité. la manière d'interagir sociétalement va complètement changer. OK. Déjà, on va S'il y libérer a le marché. des puces, des trucs, tu vois, des Ouais. implants qui te font gagner 20 points de QI comme ça, les rapports, vraiment, les rapports humains sont, les modalités d'interaction sont très, 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 très liées aux capacités cognitives des populations. Ok. J'ai dit capacité cognitive, j'ai pas dit QI, Oui, bien à sûr. dessein, hein, c'est plus large. OK. Il y a un truc que tu disais, enfin, quand on parlait tout à l'heure j'ai cité l'exemple de l'autisme et tout ça, Mhm. par rapport à l'émotion, par rapport au fait que potentiellement ils inhibaient Mhm. une surprésence. Est-ce que toi, tu as déjà travaillé avec ce public personnellement, Ouais. que ça soit en termes d'accompagnement et tout ça, Mhm. ou en termes de justement plus systéma, le sport que tu fais? Et ça a été quoi l'impact, tu vois, là-dessus? Je trouve ça vraiment intéressant. C'est marrant parce qu'il y a là encore, il y a très longtemps de ça, hein, vraiment très, très tôt, très, très longtemps, je travaillais avec des psychomotriciens. OK. Et parce que je me suis rendu compte que ce qu'on faisait en systéma correspondait de façon flagrante à une large partie de leurs besoins. Ok. Je m'étais retrouvé en fait dans une soirée de psychomotriciens et psychomotriciennes qui s'étaient pas vus depuis leur diplôme, tu vois, un an après, la soirée Revival un an après. Ouais. Et moi, j'étais une pièce rapportée dans cette soirée et je laisse traîner mes oreilles et j'entends les uns et les autres qui parlent de leurs difficultés sur le terrain. OK. Donc des jeunes psychomotriciennes, il y a majoritairement des femmes. Et j'écoute et au départ, je me dis tiens, je pourrais leur montrer tel truc, ça pourrait être intéressant. Puis en fait, je passe la soirée à faire ça. Donc à la fin, j'ai réuni tout le monde, je dis mais attendez, vous voulez pas que je vous fasse un truc? Et je leur fais un atelier. Et elles ont adoré ça. Et à partir de là, j'ai commencé à enseigner à des psychomotriciens pendant des années et des années. On a fait des colloques. On travaillait comme ça avec une association de psychomotriciens, etc. Ok. Et donc, j'étais un des intervenants et ils me faisaient venir avec eux là-bas. Et donc, j'ai été intervenant et formateur pour des psychomotriciens. Et ils ont adoré le systéma. Alors, c'est marrant parce qu'au départ, je leur faisais un systéma qui n'était pas du tout un systéma appliqué au combat. C'est pas ça qui était intéressant. Ce qui était Appliqué au intéressant, c'était à la connaissance du corps, la connaissance de ses émotions, la relation à l'autre, par le dialogue tonique, parce que ça, ils adorent ça, les psychomotres, Bah, le tu dialogue m'étonnes. tonique. Et ils adoraient, ils trouvaient que c'était malin, intelligent, et ça l'est. C'est vachement bien foutu, le système pour ça. Et donc, c'était super. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois, je faisais un colloque comme ça, et j'avais même des couteaux. Mais je me disais, on verra, peut-être on fera du couteau, mais on verra, parce que c'est pas basique, c'est pas pour les débutants, le couteau, etc. Et il y a une psychomote qui regarde, je fais, c'est quoi ça, le tas de couteaux, là? Je fais, je sais pas, on verra. 1 heure après, elles étaient là en train de se poignarder gaiement et tout. Voilà. Mais bon, c'était pas pour faire de la self-défense contre couteau. C'était utiliser le couteau comme outil pédagogique pour développer des qualités. C'est pas du tout la même chose. La promesse n'est pas la même. Elle est plus humble. Ouais. Et donc, oui, j'ai été amené aussi. J'ai une autre amie psychomotricienne comme ça qui m'a à un moment donné demandé d'intervenir avec son public et elle était spécialisée avec les autistes. Okay. Et donc, effectivement, je suis allé faire une intervention comme ça avec un public une petite dizaine d'autistes de tout âge, elle m'a dit mais c'est incroyable les résultats que tu arrives à avoir. Okay. C'est incroyable. C'est moi je me rendais pas compte parce que T'es pas habitué forcément. J'avais une vision en fac de psycho, j'ai travaillé des trucs sur l'autisme, mais c'est théorique, tu vois, j'avais le ventre vide. Ouais. Je savais faire du systéma, mais j'avais pas l'habitude de cette population. Ouais. Et elle m'a dit mais tu te rends compte là, au bout de 10 minutes, il te connaît pas. Il est venu te voir, il t'a appelé par ton prénom, il t'a touché proactivement en disant je peux faire l'exercice avec toi s'il te plaît. Elle m'a dit c'est une réussite totale, etc. Je dis et c'est dû à quoi selon toi? Bah justement, ça vient chercher l'émotionnel et peut-être qu'il y a besoin d'en prendre plus soin. Je n'ai pas travaillé assez longtemps. Parce que j'en ai refait 2-3, mais je veux dire, je vais pas me vendre comme un spécialiste du truc, tu vois, ce serait pas honnête. J'ai une petite expérience, je pense pouvoir dire que je suis compétent dans la chose, mais je suis pas un mec avec 30 ans de recul sur cette thématique-là, spécialisé là-dedans, etc. Moi, ça fait pas, l'autisme ne fait pas partie de mes sujets d'expertise. Ouais. J'ai une petite culture sur la question, voilà. C'était quoi la question? Je me demandais à quoi c'est dû, qu'est-ce qui fait que ça passe particulièrement bien avec ces populations. Je n'ai pas assez de recul pour te dire, parce qu'il faudrait faire une vraie étude avec d'autres gens que moi qui appliquent pour voir est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le systéma. Ouais.
Est-ce que moi j'ai le truc avec les autistes parce que est-ce que c'est lié à mes propres capacités que je transpose ou est-ce que c'est lié à la méthode Systema? La méthode Systema est brillante, c'est très possible. Mais je ne peux pas savoir. Le problème de tout empirisme, c'est que est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est ce que je fais Je ne sais pas. Je peux me raconter que c'est moi. Voilà, mais bon. je ne sais pas. Ouais, ok. Là, dans le moment présent, j'ai très envie de me la péter, donc je vais raconter que c'est moi, mais en vrai, je ne sais pas. Ok. Toi, tu as vu des différences sur l'approche justement des arts de combat chez les hommes et les femmes en général. Dans la posture, c'était quoi Tu veux dire qu'on n'est pas totalement indifférencié? C'était quoi la plus grande différence ou un truc où tu t'es dit ça c'est beau de pouvoir avoir ce côté yin, ce côté yang plus Je vais faire des généralités un peu bateau, pardon, mais en général, la plupart du temps, les femmes les femmes travaillent mieux que les hommes en moyenne. Ouais. En général, elles sont plus intelligentes dans leur approche de la pratique, parce que comme elles n'ont pas la force physique, elles n'ont pas le choix. Ouais. Elles doivent pratiquer correctement tout de suite sous peine de n'arriver à rien. Ah oui. Et ça, dans toutes les disciplines. Déjà en aïkido, je l'avais vu déjà en aïkido, mais c'est pareil dans toutes les disciplines. Il y a peut-être plus l'ego qui rentre en jeu chez l'homme parce que il y a le rapport de force, quoi. Exactement. Les hommes, surtout les jeunes hommes, mais les hommes en général, peuvent se faire avoir par l'envie de pas être vu comme faible, d'être dominant, d'être capable, je vais te montrer, tu vois. Voilà, ça c'est un grand On classique. trouve le même pattern, même que ça soit à l'école. Les femmes sont plus douées en moyenne. Oui, non, mais elles sont plus scolaires aussi, c'est-à-dire qu'elles ont une intelligence plus adaptative, plus yin en fait. Ouais. Donc en fait, elles vont tout de suite, elles perçoivent tout de suite l'intérêt de l'aspect yin de la pratique. Ouais. Oui, alors que les hommes, non. Alors que les hommes, il faut d'abord qu'on les casse physiquement parlant pour qu'ils disent ah ouais, il faut quand même que je fasse attention à mon placement, je peux pas juste bourriner. Ouais. Ben non. Alors que des femmes, elles ont pas le choix. Et c'est marrant d'ailleurs parce que il y a 20 ans de ça, j'ai des souvenirs dans des stages de voir des mecs qui étaient en train de, je déteste ce mot, mais là pour le coup, une horloge arrêtée à raison 2 fois par jour, donc là c'est le bon moment, d'hommes qui étaient en train de mansplainer des femmes qui étaient en réalité bien plus pertinentes qu'eux, mais bon, eux c'était des hommes quoi, donc ils pouvaient expliquer, alors que les gars bougeaient comme des parpaings, alors que les nanas avaient une finesse, une intelligence qu'elles n'avaient pas du tout. Donc qu'il y ait des odieuses bourrines, comme partout, mais en moyenne, en tout cas, voilà. Bon, pardon, c'est des généralités un peu bateau. Mais c'est intéressant et puis même faire le parallèle avec l'apprentissage en général. J'ai l'impression que il y a très peu de gens qui sont capables d'apprendre des erreurs des autres sans faire eux-mêmes les erreurs et que c'est beaucoup plus souvent le cas chez les femmes. En revanche, pardon, mais les femmes, il y a quand même un point sur lequel je trouve qu'elles performent beaucoup moins que les hommes, et c'est là encore normal. Et j'ai pas de source là-dessus, j'ai pas d'études là-dessus, mais si vous en avez, ça m'intéresse en commentaire, si vous avez des pistes. En tout cas, j'ai pas creusé la question au sens scientifique, c'est purement empirique ce que je dis, mais j'ai remarqué qu'elles ont beaucoup plus de mal à sécher quelqu'un d'autre. Okay. À mettre KO quelqu'un. Ouais. Bon bah c'est assez intuitif. C'est très intuitif. Une femme, elle est naturellement dans le care, elle va sécher, c'est-à-dire avoir l'intention à descendre quelqu'un, à dire là je te frappe, boum, tu tombes, tu peux plus te relever. C'est normal. Sociétalement, tous les stéréotypes les amènent vers prendre soin, vers nanani. Alors, pas toutes, hein. Il y en a certaines, là encore, pour peu qu'elles aient certaines prédispositions psychologiques, certains types de personnalités, ça ira gaiement. Mais ça, c'est une femme sur 10. En moyenne, c'est quelque chose qui est souvent très difficile de leur faire péter le verrou. Tu peux nuire à autrui, en fait. Voilà. Tu peux vraiment, voilà. Et je parle de le faire en restant calme. Je parle pas de rentrer des doigts dans des yeux en mode désespéré, ça, ok. Mais souvent, c'est un peu brouillon, c'est un peu fouillis, et ce sera pas si efficace que ça si c'est pas fait depuis un espace où le système, si c'est pas fait depuis un espace où le système nerveux est calme. Pas depuis un rapport un peu de fou. Voilà. Non, ça c'est possible. Mais voilà, tu vois, de faire un truc très professionnel. Comme disent les Russes, tu sais, ils arrivent et font rien personnel, et tu tombes. Ok. Mais bon, ça se comprend. C'est normal. Bah oui, ça se comprend bien. C'est normal. Et ça veut pas dire qu'elles peuvent pas y arriver. Ça veut dire que ça va être plus difficile. Elles sont moins prédisposées à ça. Mais bon, comme en général, elles surperforment sur tout le reste, bon. Ça va. Elles s'en sortent. Ok. Et toi, je sais que tu as travaillé un peu sur ça, sur la douance ou justement le QI, tu t'es pas mal intéressé. Tu le vois comment s'exprimer dans les arts martiaux, tu vois? Est-ce que tu as déjà fait attention à ce truc-là, toi, personnellement, bon, empiriquement, du coup, avec ce que ça vaut, bien sûr?
Mais est-ce que tu vois un truc en plus? Est-ce que tu vois un truc en moins? Où est-ce que tu vois du plus? Où est-ce que tu vois du moins? Tu vois, comment ça pourrait s'exprimer selon toi? C'est une question qui mériterait presque une vidéo entière. Ouais, vraiment. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des études militaires qui montrent de façon très claire que le quotient intellectuel est le meilleur indicateur de performance avant tous les autres facteurs. Ok. Avant les diplômes? Avant les diplômes. Ça calme. Et notamment, a fortiori, dans tous les domaines militaires. Enfin, l'étude, elle porte là-dessus. Ouais. Elle porte. Oui, mais enfin, quand tu vois la liste des domaines étudiés, c'est. Oui, bah oui, j'avais fait un séminaire où je rentrais dans le détail de ces travaux, etc., etc. J'ai oublié que t'étais là. Donc, a priori, pour tout ce qui est combat au corps à corps, survie, machin, ça joue. C'est la beauté de la méthode Systema. J'ai vu dans certains clubs, là je pense à 2 personnes, en vous disant ça, j'ai vu 2 personnes qui, honnêtement, il n'y avait pas le papillon, il tapait un peu à l'abat-jour, comme on dit. Hein. Et ben, en persévérant, et ces 2 mecs ont persévéré, il y en a un qui s'est entraîné peut-être 4 ans et un autre, ça fait 15 ans qu'il s'entraîne. Et ben, ils sont vraiment arrivés à quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Mais quand je les ai vus bouger au début et quand je les ai vus bouger après, enfin, ils peuvent être fiers d'eux. Ils peuvent vraiment, ils peuvent être fiers d'eux. Parce qu'ils partaient de loin. Avec un bac QI, tu as aussi une moindre capacité à processer l'information, à prendre du feedback du réel, etc. et à apprendre. Vraiment, ils peuvent être fiers d'eux. Mais vraiment. Et avec un petit coup d'adrénaline et avec le bon sens du réel quand ça te tombe dessus, honnêtement, s'ils se font pas attaquer par une bande de prédateurs, tu vois, implacables, qui te laissent aucune chance, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc il y a ça. Parce que le QI irait plutôt, là j'en sais rien, irait plutôt chercher dans le néocortex justement, tu vois. Non, pas du tout. J'allais partir sur le même biais, mais je me dis comme c'est un art martial qui. Non. Le quotient intellectuel, par exemple, il a été démontré, par exemple, que les HPI, les gens justement avec un très haut quotient, avec un haut quotient intellectuel, plus de 130, ont des réseaux synaptiques qui sont mieux myélinisés. C'est-à-dire que, en clair, l'influx nerveux se transmet plus rapidement. Ouais. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a la plupart des choses leur coûtent moins de glucose. Donc, c'est pas étonnant qu'ils performent plus dans tous les domaines. En fait, il y a un meilleur rendement, il y a moins de pertes. Il y a moins, voilà. C'est une meilleure productivité, un meilleur rendement, exactement. Donc, juste, je termine ce que je disais avec les 2 personnes là Donc, ok, mais en même temps, ils ont galéré, quoi. Je les voyais galérer. Donc, c'est quand même. Donc, ça, c'est vraiment la méthode Systema qui est super bien faite quand elle est bien suivie. Elle est profondément démocratique, tu vois. Elle peut. Les arts de combat ne sont pas démocratiques. Le haut niveau n'est pas démocratique. Il est très ingrat, je pense. Donc, de toute façon, ils n'arriveront jamais à un haut niveau, mais ils peuvent vraiment arriver à un niveau qui est déjà franchement pas mal, avec des méthodologies classiques, genre, il répète, refait 100 fois le coup de poing dans le vide, il ne serait arrivé à rien. Mais à rien. Tu restes en surface et c'est complètement inadapté. Donc ça, c'est pour la partie plutôt à gauche de la gaussienne. Pour la partie plutôt à droite, il n'y a pas de secret. À peu près tous les grands experts sont des gens qui ont un quotient intellectuel plus ou moins élevé. Après, il faut s'entendre sur expert. Il faut s'entendre sur expert. Ouais. Il y a des gens, effectivement, qui sont des bons ouvriers spécialisés. Voilà. Ceux-là ne sont pas, c'est pas ce que j'appelle moi des experts. Ceux-là sont des gens qui savent faire. Ouais. Là, il n'y a pas besoin. Tu vois, d'être un grand combattant. J'en parlais, je crois, dans une vidéo que j'avais fait sur l'armée et le conditionnement mental des militaires, où je citais un de mes professeurs qui est un ancien des forces spéciales russes, les Spetsnaz, et qui disait, parce qu'on parlait un peu du QI des forces spéciales, et je lui posais la question, parce que moi j'ai pas fait les forces spéciales, et qui disait, moi je lui demandais combien il faut de quotient intellectuel pour rentrer, est-ce que vous avez fait des tests? Et il me disait oui. Il disait ils prennent entre 115 et 120. Mais pas au-delà. 115 et 120, c'est le top
de l'intelligence pour pouvoir en situation dire attends on va faire ça, tu vois, être un peu tu vois, applicable. voilà, voilà, mais pas suffisamment intelligent pour discuter les ordres. Ok. Ouais. Voilà. Ok. Oui, c'est tellement cohérent. C'est intéressant. À ta connaissance, il y a justement des études sur, je sais pas, c'est sur tu prends les meilleurs combattants et tout ça, et ils vont regarder l'intelligence par rapport à ça. Alors, j'ai pas connaissance de ce genre d'études. Ok. En revanche, par rapport aux autres connaissances que j'ai, c'est ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément besoin d'un haut QI pour faire un bon ouvrier spécialisé. Tu galéreras à faire un bon combattant à 90, on va pas se mentir. Mais je veux dire, 110, 115, ça suffit. Okay. Tu vois, pour taper dans des PAO, faire bam, 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 répéter des combinaisons. Si c'est surtout la génétique qui va te faire un bon combattant de boxe, un bon combattant de MMA, c'est la génétique. Et voilà, si t'as 110, 115, tu vois, voire 120, c'est bien. Tu vois, voilà. Ouais. Par contre, pour être vraiment un expert et aller dans les niveaux vraiment avancés que j'évoquais tout à l'heure, là, je n'ai pas vu de gens qui ne soient pas surdoués sur ces niveaux vraiment fins. Dans la créativité, apporter quelque chose à la pratique, apporter sa pierre à l'édifice. Puis aller jouer avec sa propre génétique aussi, pour réadapter justement le côté créativité et tout ça. Toi, tu considères, avec l'expérience, avec tout ce que tu as vu, que tu as plutôt une bonne génétique pour ça à la base? Pas du tout. Okay. Ah non, moi je suis un fils de politicien et petit-fils de politicien. Donc moi, tous mes gènes, ils me disent tiens-toi éloigné de ça. Tiens-toi loin du combat, fais des débats et mange avec l'argent du contribuable, tu vois. Donc non, moi je suis un passionné qui n'a malheureusement pas la génétique. Donc j'ai offert à mon petit enfant intérieur d'arriver à un niveau qui est ce qu'il est. Ouais. Je me suis quand même fait un beau cadeau. Je me souviens un jour. J'étais en train de bouger comme ça, j'enchaîne des trucs et j'ai un état de flow qui vient. Tu vois, les trucs, les cibles viennent naturellement. Il y a deux gars qui viennent je bouge au ralenti, bam, bam, bam. Je prends le point de l'un, je mets le point de l'un dans la gueule de l'autre et tout. Tout le monde fait waouh. Et c'est vrai que le moment était magique. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai senti mon petit enfant intérieur à qui j'avais fait une promesse quand j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, je faisais waouh devant les maîtres d'arts martiaux. Et je lui ai dit, tu veux qu'on soit un maître d'arts martiaux et tout. Le petit, il avait dit, oui, j'ai envie et tout. Et du coup, j'ai senti un tel moment de facilité. J'ai senti mon petit enfant intérieur qui a dit au grand en moi, qui a dit, merci, de rien. Et à partir de là, il y a un truc qui a lâché dans mon subconscient. Et il y a plus besoin d'aller prouver quelque chose. Ouais, c'est ça. C'était comme la fin d'une psychanalyse, tu vois. C'est comme mon symptôme a disparu. Le cycle était fini. La boucle de l'inconscient qui avait un truc à gagner. C'est bon, j'étais libre. Et je vais aller retrouver une autre motivation pour pouvoir continuer du coup aussi. Oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, mon rapport à la pratique a drastiquement changé à ce moment-là. Et dans la tradition, c'est là où on attaque le moment mésotérique, justement, c'est-à-dire le moment où les motivations changent. Bon, vous irez voir sur ma chaîne si ça c'est ça. Je vous invite à aller voir sur la chaîne Hypnomachie si ça vous intéresse. Toutes les vidéos parlent pas d'art de combat, mais ça parle de tout ce qu'il y a derrière qu'on évoque un peu là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut tranquillement clôturer là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. Je pense. Merci à vous pour cette interview. Puis j'espère que ça aura apporté un petit quelque chose aux gens, notamment aux gens qui ne pratiquent pas, parce que c'est vrai que c'est assez ciblé. Mais bon, on a pris ce parti pris là. Donc. J'espère qu'il y aura des pratiquants qui nous regarderont. On fera en sorte de le mettre sous leur nez et en espérant que ça leur apporte aussi quelque chose. Il sort quand cette interview? C'est une très bonne question. Pas avant. Je suis pas sûr. Ah là là, tant pis. Je t'expliquerai pourquoi. Ok. Le stage d'Orléans, sinon. Ah oui. Si les gens veulent te suivre, du coup. Alors sur Facebook, vous avez la page Facebook Hypnomachie où je publie très très régulièrement du contenu. J'ai aussi une page pour les arts de combat qui s'appelle Cheetah Martial Arts. Putain, c'est vrai. Où ça c'est vraiment je sépare bien mes deux activités, mais si des gens veulent me contacter pour la pratique, etc. Moi j'enseigne encore en région parisienne à l'occasion. Voilà, essentiellement. Et pour le reste, Hypnomachie sur YouTube. Voilà. Ok. Merci à tous. Merci d'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Sous Pression, puisque pour l'instant, il n'y a aucun abonné. Forcément. Alors, on parle. C'est le premier podcast. On ne sait pas si ce sera le premier à être publié.
Ça, En tout cas, c'est le premier tournage. c'est le premier tournage. Eh ben, Donc, longue vie à sous pression. T'inquiète pas que ça va durer sacrément longtemps. Ouais. Parce qu'on aura toujours du boulot, je pense. c'est mis dans une branche confortable. J'ai fait le même calcul avec Hypnomachie. Non, mais Je m'étais dit, le jour où il y aura plus personne qui essaiera de t'hypnotiser et de rentrer dans ton cerveau, là, j'aurai plus de taf. Je me dis, ouais, mais ça me va de plus avoir de taf à ce moment-là. Tu peux aller jusqu'au bout de l'espèce humaine. Voilà. Et nous, c'est pareil. Il y aura toujours des gens trop stressés. Il y aura aussi toujours des gens pas assez stressés. Même si je pense que c'est surtout les gens trop stressés qui vont nous regarder et nous écouter. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci encore une fois, Bhaskar. Merci à vous. On se retrouve pour un prochain épisode.